Je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures. Alors dans ce qui est la dernière de la saison, hein, vous aurez comme ça, vous nous aurez accompagnés tout au long de cette 7e saison. Mais ça sera pour mieux se retrouver à la rentrée en septembre pour une 8e saison qui, on l'espère, sera tout aussi pleine de renseignements, d'invités prestigieux et de jeux en tout genre. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme l'année prochaine, il y aura Yann. Ça va, Yann? Ça va très bien, impeccable. Un peu de voix, un petit peu en moins, tu vois, mais sinon ça va. J'entends, mais ça à la radio, les gens s'en rendent pas compte généralement que la voix est un peu faiblarde et un peu cassée. C'est secondaire, ouais. Ils s'imaginent ton corps quand ils t'entendent parler, ça leur suffit. Ah là, ça, ils vont être servis avec ma grosse voix rauque. C'est ça, là, ils se rendent pas du tout compte de ce que ça peut donner. Donc ce soir, moi, je vais vous parler d'un jeu qui a bien trouvé sa place sur les étagères chez moi, en tout cas, et on y joue beaucoup, et c'est un vrai succès. C'est Once Upon a Castle. D'accord. Donc voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment très simple et très sympa. Eh ben, on va attendre effectivement tout à l'heure. Juste à tes côtés, il y a Damien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Damien qui vient aussi clôturer cette dernière émission de la saison. Je passe le balai, je ferme la porte. C'est ça, c'est toi qui t'occupes de faire en sorte que toutes les émissions soient bien rangées pour les retrouver en podcast. Ouais, voilà, je les mets dans un petit placard et puis généralement dans 2 mois je fais oh là là, j'ai pas fait les podcasts. Et là je vais devoir faire cette semaine en rentrant les podcasts des 2 derniers mois d'ailleurs pour clôturer la saison à peu près à temps. À peu près à temps, mais malgré ça, malgré ses qualités, malgré ses défauts, hein, même s'il y en a, Damien, on ne le renie pas, on espère le retrouver l'année prochaine et non pas une contrefaçon, mais là je m'avance un petit peu parce que voilà, je spoil un petit peu le courrier des auditeurs, mais on y reviendra. Il y a aussi Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ce soir, Talmo, tu vas nous parler de quelque chose un petit peu particulier, parce que même si on est venu dans l'émission, on parle beaucoup de jeux de société, une des variantes, on va dire, une des pistes du jeu de société qu'on va explorer ce soir un petit peu plus particulièrement grâce à toi et grâce à notre invité que je vais présenter juste après, c'est ce jeu de société en version un petit peu papier, narrative. Le jeu de rôle. C'est ça. Voilà. Et autant on peut faire jouer des enfants aux petits chevaux dès leur plus jeune âge, autant dans notre tête, jouer avec des tout petits à des jeux de rôle, ça coince encore un petit peu. Eh ben, je vais vous démontrer par A plus B qu'il faut pas que ça coince, que ça marche très bien. Et je vais vous faire un retour d'expérience sur Petit Détective de Monstres. Parfait. Et pour nous accompagner ce soir, pour parler du jeu de rôle, quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas mal, puisqu'il en édite. Il s'agit de Christophe, qui vient représenter en fait la maison d'édition, la Loutre Rôliste. Voilà, la Loutre c'est moi. La Loutre Rôliste c'est moi. Toi, bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Merci à toi de répondre présent. Donc on va discuter un petit peu avec toi tout à l'heure, un petit peu plus en détail, savoir pourquoi les loutres, pourquoi Rôliste, pourquoi le jeu de rôle, pourquoi tout cet attrait. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que dans l'émission, il y a une chose qu'on fait maintenant depuis 7 ans, c'est faire un jeu en direct. Un jeu qu'on a la chance d'avoir soit grâce aux éditeurs, soit grâce à nos partenaires. Et cette année, nos partenaires, on a la chance d'en avoir 2. C'est le Remue-Ménage à Quimper et Sortilège à Vannes. Cette année, dans Des ludes et des plumes, si on joue en direct, c'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège, à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la Mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le Remue-Ménage à Quimper, 5 rue Toul-Al-Laher, quartier de la Cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Des ludes remercie Sortilège Vannes et Remue-Ménage à Quimper, nos partenaires du jeu Antenne. Tout à fait, merci à eux, parce que grâce à eux ce soir, on va pouvoir jouer à Je n'ai jamais. Je n'ai jamais, c'est un jeu édité par Kukumba, qui est distribué par Atalia. Il vient de sortir, ou il va juste sortir, enfin, il est vraiment tout juste disponible. On peut y jouer de 3 à 10. À partir, alors ils disent à partir de 16 ans, parce qu'en fait il y a des cartes, mais on peut trier, on peut jouer avec des plus jeunes. 18 plus même sur ouais, parce qu'en fait il y a des cartes marquées moins de 18, mais c'est comme dans tout ce type de jeu, c'est-à-dire qu'on peut enlever ces cartes-là, il suffit de trier un petit peu, et après on a des cartes un petit peu plus soft, et on peut jouer avec des plus jeunes.
Je n'ai jamais, en fait, c'est le jeu qui prend ça part d'un petit jeu à boire, on pourrait dire. Alors ce soir, on va pas le faire en mode jeu à boire, mais quand on énonce un fait en disant je n'ai jamais fait quelque chose, je n'ai jamais couché avec ma prof d'histoire. Et en fait, les gens qui ont déjà couché avec leur prof d'histoire boivent un coup. Tu pensais à quelqu'un là? Non, c'est un exemple. Ouais, d'accord. Mais tu bois. Et voilà, donc ça c'est le principe. Alors on peut le faire en mode comme ceci, on peut le faire par équipe. Il y a plusieurs variantes qui sont données dans la boîte de jeu. Nous on va faire la version un petit peu simple avec le je n'ai jamais. L'idée ça va être de construire son mur de la honte en fait, puisque on prend une carte et puis si on a fait la chose, on peut l'expliquer et on la pose devant soi et le premier qui a normalement 10 points emporte la partie. Comme je le disais, ça c'est dans la version de base, puisque moi je préfère la version où on joue contre les autres, c'est-à-dire qu'on énonce quelque chose et tous ceux qui l'ont fait boivent un coup. Là, on va pas pouvoir diviser la carte Non, puis on va pas en pouvoir tous les boire joueurs. non plus. Mais là, voilà, non, effectivement, ça passera très mal à l'antenne. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas très radiophonique, et pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur la vidéo, vous allez vous rendre compte que vite fait, bourrés, ils sont chiants, quoi. Par contre, pour ceux qui nous connaissent, c'est pas très crédible. Non, ils vont tout de suite savoir si on ment. Alors, par exemple, tu vas commencer. Parce que j'ai lu la carte. J'ai pris une carte, je l'ai lue. C'est Yann qui commence. Voilà. Ok. Donc, si ça marche, tu la gardes devant toi et ça te fait un point. Donc, je lis le texte. Hein. Oui. Réveiller d'autres personnes en faisant l'amour. Donc, ça, c'est mon téléphone qui... Ouais, parce qu'on s'écoute tous, on se fait de l'audimat Ouais, comme c'est ça. ça, On est tous on branchés sur partage, l'émission. on partage. En fait. Donc, tu l'as dit. J'ai dit réveiller d'autres personnes en faisant l'amour. Est-ce que ça... Eh ben ça, si tu l'as déjà fait, tu gardes la carte devant toi. Est-ce que je l'ai déjà fait? Peut-être tu l'as fait, mais tu Peut-être le que fais je pas. l'ai fait, j'en sais rien. C'est Bah la oui. personne Bah oui. que t'as essayé de Mais oui. réveiller. C'est que ça compte. Réveille-toi. Ah, c'est ça, vous nous appelez. Si vous étiez dans la même chambre que Yann, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous le dire. J'avais décidé de dormir ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais, Yann? Qu'est-ce que tu fais? Ça compte ça ou pas? Donc, Ça pourrait- est-ce que tu penses... C'est pour ça que dans la version où on boit, en fait, là, tous ceux à qui ce serait déjà arrivé devraient boire un coup. Alors, on peut faire qu'on va lever la main. En fait, si c'est déjà Tellement arrivé... plus radiophonique. Ouais, si c'est déjà arrivé, vous levez la main. Moi, je vais dire les prénoms de ceux à qui c'est déjà arrivé. Non, personne lève la main. Moi, si. je pense que ça m'est arrivé. Ouais. C'est vrai. Mhm. Alors moi, je lève pas la main parce que je suis un peu comme Yann. Ça veut dire, les gens l'ont pas dit. Ils ont Non. eu la courtoisie de se taire. Si Ça. c'était arrivé, ou du moins, ça ne m'est sans doute pas arrivé. Pareil. Ouais. Je sais pas si. Non, mais Peut-être. c'est très très bien. Comme ça, on est tous très soft. Tout Donc, à fait. si ça ne t'est jamais arrivé, tu reposes la carte. Tant pis, on en prendra une autre. Hop. Et on continue. Hop, avec Damien. Alors, je n'ai jamais fait de speed dating dans un bar. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et ben non. T'as jamais fait de speed dating? Non. Ouais, personne va marquer de points. Non. Non, bah tant pis. Pas le genre de choses. Pas que- de points. Pas de Je points. sais Pas de même pas points. ce que c'est, moi, mais bon. Speed dating, c'est tu sais les rendez-vous chronométrés où tu rencontres 10 personnes. Ah, mais c'est quand tu te fais embaucher, cette ça, non? C'est pas des trucs pour les cadres. C'est un entretien d'embauche, ouais. Ça a été une variante qui était venue après le Ah sur, ouais. sur Ouais, embauche, même- ouais. même Au comme départ, ça, ça a été non. utilisé pour les rencontres Oui. amoureuses. Ou pas. Dans un bar. Alors, je n'ai jamais acheté un jean trop petit en pensant mincir, puis ne jamais l'avoir porté. Moi, je crois que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Que t'achètes un jean Ouais, en disant lui, quasiment sûr. là il me va Ouais, pas, mais je suis quasiment sûr dans un Ouais, mois, ouais, ouais. je le mets. Ouais. Et tu le regardes toujours dans ton armoire en disant ah Et puis putain. après, je le file à quelqu'un. Ouais. Oui, non, le 36, je rentrerai jamais dedans, en fait. Moi, j'ai fait ça pour des chaussures. Donc, J'ai ça me fait jamais un point. réussi à dévier des pieds. Non, c'est ce que j'allais dire. Il parle de 36, moi déjà je prends du 44 comme les pieds. Je suis d'accord. Et peut-être pas acheter directement, mais Non. tu l'essayes à la maison et tu dis ah ouais non finalement il est trop juste, mais j'ai la flemme Si. de le ramener parce que je sais que je vais maigrir. C'est ça Eh, surtout. Être J'ai ultra même un meilleur optimiste. exemple. J'avais acheté tout un lot de vieux pantalons pattes d'éléphant en tergale, des trucs des années 70, des Pantashop là, tu vois. Ouais. Et ils étaient tous en toute petite taille, mais je les ai payés une bouchée de pain, c'était, tu vois. T'en as décousu 4 J'ai pour en réussi faire à un. en mettre qu'un seul ça. sur les 3 ou 4, et les autres je les ai donnés. T'as joué à Hulk une fois, t'as plié Ouais. tes jambes. Exactement. Et puis après t'as Ça dit me fait allez, un point ou pas, Alex alors Ouais, ça te fait un point, ouais. On l'accorde.
Ça vient à Christophe. À donc. Christophe, ouais. Alors vas-y, lis-nous Toi, ta tu lis carte. ta carte qui est devant toi. Alors, je n'ai jamais sauté d'une voiture en marche. Non, j'ai jamais sauté d'une voiture en marche. Non, on Et précise d'un pas la hélicoptère vitesse. en Hein. feu, alors peut-être Non plus. Si, en partie de jeu de rôle, ça m'est arrivé, mais On précise pas la vitesse. non. J'ai jamais dansé non plus à côté de ma voiture, comme c'était un peu la mode il y a pas longtemps. Ah, exact, il y a eu ça à un Voilà. moment donné. Les mecs se prenaient des poteaux. Oui, des challenges à la con. Ouais, encore. c'est ça. Voilà, Je suis c'est pas ça. au courant de ça. Je suis vraiment- Donc Faut que pas je de points m'achète non un plus. ordi. Je n'ai jamais. Est-ce que quelqu'un d'autre a sauté de sa voiture en marche? Ah ouais, oui. Pas de ma voiture, En mais de la conduisant voiture d'un autre. Non, pas en conduisant, sinon... En con- conduisant, Ah oui, jamais. ah oui, en conduisant, oui. Ah oui, ça fait râler ma femme. Quand j'arrive, je la mets au point mort, et Quand puis elle je est saute et je laisse la voiture se passagère. garer toute seule. Elle est passagère, moi je saute. Oui, ouais, j'aime bien faire ça m'amuse chez moi dans le, était sur le périph' parisien. dans le jardin. Ah si, ça je le fais des fois, j'aime bien. Bon, ok, bah t'aurais eu le point. Moi, non, jamais. Si passager, la voiture qui va vraiment doucement, tu descends en marche, mais Ouais, c'est dans pas les- vraiment sauter. Dans c'est les pas de kangous, sauter de tous les la trucs qui ont voiture. des portes latérales coulissantes, là, c'est le rêve ça. Puis hop, je saute. Je n'ai jamais dormi jusqu'à plus de 16 heures. T'as commencé à quelle heure? Plus de 16 heures d'affilée ou Non, à non, 16 heures dans jusqu'à la journée 16 heures dans la journée. Moi, ça m'est arrivé de dormir jusqu'à plus de 16 heures et de me réveiller comme Nate Clubber. On est déjà la nuit. C'est ça. Qu'est-ce qui se mais- passe J'ai dormi 1 heure. Ah non, il est déjà 18h. Je viens de fermer Mince, les yeux. C'est Il fait encore nuit. c'est l'heure du gin fizz. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'était dans mes folles années de loutre. Quand j'étais jeune, j'avais un poil Ouais, soyeux une encore et tout. insouciante. Ouais. Une loutre fêtarde. Ouais. La reine de la nuit. Oui. Bah moi malheureusement non. Non. Non parce que même quand je me couche des fois à des heures, Ouais, genre 13 heures. bah ouais, quand il est 13h, je me couche pas en fait. Ouais. Je me dis je me coucherai ce soir pour faire une vraie nuit. Mais quand je me couche vers 5-6 heures, quand je profite de la nuit, 5, 6, 7 heures, je mets mon réveil à 11 heures. Parce qu'en fait, si je me lève à midi ou après-midi, je suis d'une humeur mais exécrable, j'ai envie de tuer tout le monde, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée et donc rien ne va. Donc je m'oblige, je mets mon réveil et je me lève. Je suis un petit peu fatigué, mais au moins je suis quelqu'un qu'on peut côtoyer. Sinon, tu es un ours, quoi. Ouais, mais complètement, mais un ours vraiment pas sympa Un quoi. grizzly, quoi. Genre Ah ouais. The Revenant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je pense que j'ai dormi à n'importe quelle heure de la journée, hein, de toute façon. Ah, mais toi tu dors quand t'es fatigué en fait. Bah oui, voilà. Donc ouais, je suis fatigué. Mais t'as vu, je dors En qu'il fait, est, il y a une m'en fous. question de suis décalage. fatigué. Ça, c'était la question pour Yann. C'est ça. Ouais, en fait, on a tout. Je suis un toute une pro question de partisan de la décalage. sieste en plus. Donc, Vas-y, reprends, on va refaire un tour. Alors. Je n'ai jamais été sermonné par mes amis sur ma consommation d'alcool. Tu n'as jamais été sermonné par tes amis sur ta consommation d'alcool? Non, Bah non, enfin moi Non. je t'ai jamais fait de sermon. non, il y a que. Non. ma- On en parle, mais il y a entre que nous ma en fait. compagne que ça peut déranger de temps en temps, mais Nous, on en parle mes potes souvent. généralement ils m'accompagnent donc. On en parle souvent entre nous de sa consommation à Yann, mais jamais on lui a Oui, dit on en le fait. fait. Si, Quand il est attends, pas encore là. la semaine dernière, on disait, laisse-en pour les autres. Oui, voilà. Voilà, Oui, voilà. Oui, non, effectivement, on a pu avoir des échanges. Ok, donc Je ne marque toujours pas de points. non. Mais il y en a d'autres qui auraient bu des coups. Je n'ai jamais. Alors ça c'est drôle ça. Je n'ai jamais touché mon nez avec ma langue. Alors ça, mais je suis content que ça Ça apparaisse. dépend. Enfin, à la limite le nez d'un autre, d'accord, mais je veux dire, le sien c'est où on peut ou on peut pas quoi. Bah, c'est ouais. ça, donc est-ce que tu l'as déjà fait pas ou une pas question en fait, de est-ce que tu volonté. peux Non. Là, il vient d'avouer qu'il aime lécher les nez des autres, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Bah ouais, Et à là, la c'est une limite. carte spécialement faite pour moi. Moi, je vois Ouais. le truc, ça me fait. Ouais. ouf. Je pense être celui qui arrive le mieux à faire ce genre de choses. Ah ouais, Exactement, vas-y, ouais, remontre-le. Voilà. Ouais, on prouve bien. Ah, Mais pas mal, effectivement. impressionnant. Hein. Waouh, donne-lui la carte. tiens. Je peux avoir un point. Ah ouais, là on te l'accorde. Mais effectivement, si la question avait été, je n'ai jamais touché le Non, nez de. Honnêtement, voisin. je connais une seule personne qui le faisait, c'était mon grand-père. C'est vrai. Il nous regardait, il faisait. Ça faisait râler ma grand-mère, il arrivait à la mettre la langue dans le nez à la limite, quoi. Et ça la faisait hurler, mais un truc, et nous on était morts de rire, bien Mais sûr. c'est forcément. génétique en fait, parce que moi mes enfants. Non, y moi j'ai arrivent essayé, aussi. moi c'est mort. vrai Hein. Je Ouais. tiens pas de lui. Hein. C'est, Ouais. j'ai une crampe sous le muscle de la langue. Je fais. C'est juste monstrueux, ça fait mal. Ah, moi, je suis incapable aussi. À la rigueur, dans l'oreille de temps en temps. Mais Oui, dans tu, le nez, tu- non. tu es à moitié Ouais, reptilien en fait. C'est ça, oui. C'est- À moitié, ouais. Mais la bonne moitié. Je n'ai jamais volé les sous-vêtements d'une amie. Petit Non, coquin. j'ai jamais fait petit ça. coquin. Si vous regardez ce soir, Ouais, que vous ma connaissez, chérie. t'as le mot en dehors.
vérifier Ma votre chérie, armoire à si tu nous sous-vêtements. regardes, non, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Non. Et alors Ni là, d'une c'était amie, ni même de ma femme, non. d'une amie et de quelqu'un qui est pas une amie. Non plus, non plus. Quelqu'un de ceux que t'aimes pas. Ah, je vais lui j'ai voler jamais ses volé de sous-vêtements. sous-vêtements. Ça lui Je apprendra. préfère quand ils sont portés, en fait, je crois. Ah, tu les collectionnes en plus? Tu voles les sous-vêtements portés. Non, mais tu sais Comme que les Japonais. Tu sais qu'il y a C'est un- vrai, c'est son côté Attends, mais- japonais, ouais. c'est ça. Il y a un vrai marché pour ça en Oui. plus. Et ça rapporte un fric de fou, les petites culottes usées, les trucs et tout. hein. Ah bah il le sait, il Mais claque un sur- fric de les- fou non, justement. Je suis pas d'accord, les miennes ils en veulent pas. J'arrive pas à les vendre. Ouais, mais tu sais pas placer le produit, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu viens à la maison, te gourre pas de tiroir. Parce que si tu voles mes sous-vêtements, Alors, oula. tu vas pas être Or, déçu. celle-là, elle est bonne. Je n'ai jamais embrassé mon animal de compagnie sur la bouche. Moi, non. Mais une fois, elle réclamait à manger. Moi, je venais de manger un truc, genre un saucisson, un truc qui sentait fort bon. Et puis, je regarde, je fais juste vraiment comme un sale type. Je regarde, je fais, regarde. Et j'ouvre sur le museau. Et là, elle fait. Elle m'a foutu. Un elle m'a mis patin. un palo, j'étais. Oh, putain. C'est ça. C'était juste. Plus jamais j'ai recommencé. Je me suis fait avoir. Puis elle me regardait comme ça. Enfin, J'ai bon, jamais bref. embrassé mon animal de compagnie. Mais, elle- mon animal de compagnie m'a Bah, déjà on a le embrassé. palo. Donc lui, il a un point. Et enfin, je n'ai jamais fait l'amour dans un milieu aquatique. Si toi aussi tu aimes les poissons. Avec une sirène. Bon, ça m'étonnerait. Mais Toi, non, toi, moi oui. tu l'as fait. Oui. Oui, tu l'as fait. Piscine, baignoire, Je me demande dans mer, quel milieu tu l'as pas fait dans le d'ailleurs. canal, femme fontaine, ça Ah compte. d'accord, on Ah. parlait du lieu. Oui. Ah, moi je parlais de l'endroit. Je me dis bah c'est quand même c'est un Donc, minimum si- humide ouais. quoi si ça, on veut que ça marche. Donc si, Océanopolis. Aquatique, Ouais, jusqu'à ça- dire aller à aquatique. Voilà. donc, si Dans nous- le River Splash. donc si tu nous invites chez toi, quand on voudra prendre un bain, on y réfléchira 2 fois quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Et puis Surtout si t'as pas pris de sous-vêtements derrière. tu méfiez-vous si c'est un jour de pluie. C'est ça. Mais là, oui, mais c'est quelque chose là qui est vachement plus, on va dire, réalisable. Vous-même, je pense qu'autour de la table, on serait plusieurs à avoir bu un coup là. Oui. 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 J'ai des souvenirs de sauna. C'est beaucoup plus facile de faire l'amour dans un milieu aquatique que d'aller voler les sous-vêtements d'une amie. Puis, enfin, c'est un meilleur souvenir aussi, je pense. Donc voilà, en fait, le jeu. Donc je n'ai jamais pour passer une petite soirée effectivement à se marrer, à faire un petit peu le. Confidence aussi. Ouais, hein. des confidences, c'est ça, à se dire tiens, est-ce que à découvrir ses copains, à se dire tiens, je ne pensais pas qu'il était capable de ci ou qu'il avait déjà fait ça ou donc c'est vraiment un jeu de soirée, un jeu d'apéro, un jeu qu'on peut faire en variante jeu à boire, on peut le faire comme on veut puisque comme je disais, si on enlève les cartes moins de 18, on peut même y jouer avec des plus jeunes. Donc moi je pense que je vais m'en servir cet été en colo, en veillée, déjeuner jamais pour faire parler les jeunes. Voilà, il suffit Ça d'enlever. c'était les plus de 18. Alors non, en fait il y a Ça un donne petit quoi, Les chez le bah, nez tu avec vois, sa moins langue, de tout 18. ça. Fais l'amour dans un milieu aquatique, c'est moins de 18. Ah oui, d'accord. Toucher mon nez avec la langue, Non, c'est c'est pas plus moins de de 18. Ouais, enfin, il y a le symbole moins de 18, Ouais, ça veut dire c'est ça, c'est ça à enlever. Été sermonné par mes amis sur ma consommation d'alcool, il y a aussi le petit symbole moins de 18. Ouais. Voler les sous-vêtements d'une amie, par contre, il n'y a pas moins de 18. Non. Non, parce que ça peut arriver. Tu parles avec des enfants, ils étaient à la piscine et ils l'ont fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas. Ça dépend comment tu interprètes la chose en Ouais, fait. le vol. Ce que tu y mets, C'est un vol l'âge que fétichiste t'as, ou ouais voilà. quoi, quoi. L'âge que t'as va déterminer Oui, la voilà, façon parce dont que- tu T'as raison. La Vol, vol. suite de la carte pour les fourrer dans le cul de mon chien, par exemple. Tu vois, celle-là, elle est moins de 18. Pourtant, c'est le même début. Je Ouais, n'ai c'est jamais ça. volé les. sous-vêtements d'une amie pour les fourrer. Ouais. Exactement. Ah ouais. Donc voilà, le jeu vient de sortir et sans révolutionner le genre, il est vraiment. Il marche bien en fait, puisque j'y ai joué au boulot avec une équipe de collègues non joueurs. Et au final. Rappelons qu'il est expert comptable dans la vie de tous les jours. Au final, non mais c'est ça, on fait un premier tour un petit peu, on va dire, à froid, où les gens n'osent pas trop parce qu'on est entre collègues, qu'on se connaît pas bien en dehors. Et puis au final, dès que ça devient un petit peu graveleux, ça fait rire tout le monde et puis tout le monde se prête au jeu. Il faut que tu le dises, alors c'est un jeu brise-glace. Oui, ça peut être C'est un ça, jeu hein. brise-glace, tout à fait. Tout à fait. Et autre chose qui est brise-glace aussi, c'est la chanson qu'on va écouter parce que malgré tout, c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Et du coup, on va écouter le groupe Elephants qui va nous chanter, comme par hasard, Je n'ai jamais. Salut, c'est la voix off de Deludes. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Deludes et des plumes. Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran.
Alors un cache-écran, Kezako, eh bien en radio, c'est un élément sonore qui vient littéralement masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre station préférée et d'un coup vous entendez une pub pour le commerce juste en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur d'une autre ville, d'un autre département ou d'une autre région. Eux, à la place, ils entendront une chanson. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook nous coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1. Et on a écouté Je n'ai jamais de Elephants. Des luttes et des plumes. Chaque deuxième et quatrième lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une deuxième émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans des luttes et des plumes, on est ensemble pendant encore au moins 1h30. On vient d'écouter Elephants, de jouer à Je n'ai jamais, où on a appris des confidences sur les uns, sur les autres. Et là où on va apprendre de nouvelles confidences, c'est parce qu'on va se tourner vers toi, Christophe, pour parler de ta maison d'édition, La Loutre Rôliste. Tout à fait, oui. Et la première confidence, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que les gens qui nous suivent doivent se demander, on l'a teasé un petit peu tout à l'heure, une maison d'édition qui s'appelle La Loutre Rôliste. Pourquoi La Loutre ? Voilà, alors, déjà, j'aime beaucoup les petits animaux, poilus de préférence. J'en dessine énormément sur mes cours de fac, il y avait plus de petits bonhommes et de petits noursons que de cours, hein, très sérieusement. Et puis, un jour, je me suis dit, quand on a voulu faire la maison d'édition, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais trouver ? Je voulais un truc rigolo, je voulais le terme de rôliste. Donc déjà, rôliste, c'était en fait, je suis allé carrément aller voir monsieur Pierre Rosenthal, que je salue au passage, le monsieur qui a inventé le terme rôliste, qui l'a déposé, etc. Et il m'a dit, tu peux l'utiliser sans problème, très gentiment, vraiment adorable, du moment que tu mets autre chose avec. J'ai fait, ok, je peux mettre une loutre ? Il m'a dit, si tu veux. Et puis en fait, le terme de loutre, c'était un matin au café, je cherchais un nom d'animal et soudain je fais, ouais, une loutre. Ça c'est bon. J'ai pensé de loutre, poil, tous les délires que je pouvais faire avec, et je me suis dit, waouh, c'est bon, loutre rôliste. Alors au début, c'est sûr, certains m'ont dit, ouais, mais tu crois que je dis, écoute, il y a bien le lapin marteau de Jérôme Brand-Larrey qui, voilà, un lapin avec une calache ou un marteau sur le logo, voilà. Donc je me dis, bon, pourquoi pas moi avec une loutre rôliste ? Et puis de là, j'ai fait le logo, et puis on s'est lancé, on a parcouru les conventions. Voilà, par exemple, depuis 2014, j'ai fait quasiment plus de 50 dates. Donc plus de 50 dates. Donc voilà, on s'est fait connaître comme ça, on a sorti nos jeux, on a proposé du dé, des loutres aussi adoptées, hein, qui sont là. On voit ici, devant nous. Avec Maman Loutre, qui m'a été offerte par Vanessa Marinello, que je salue au passage. C'est elle qui un jour me l'a ramenée sur le stand. Elle l'avait acheté en Bretagne, et quand je l'ai vue, elle dit, regardez ce que j'ai ramené de Bretagne. Moi, je pleurais derrière mon écran, je veux que ça soit pour moi. Et finalement, un mois plus tard ou deux, elle me le ramenait. Tiens, cadeau. Je crois que j'ai pleuré sur le stand. Donc voilà pour l'histoire de La Loutre. Et puis après, donc, depuis 2014, l'aventure, elle continue. Voilà. On est toujours là. Le poil au vent, l'air fier. Ouais. C'est ça, le poil soyeux. Ouais. Donc, tu disais 2014, création de la maison d'édition. Voilà. Après, vrai lancement au festival RPGers qui a lieu l'avant-dernier week-end d'août chaque année, qui a encore lieu cette année, où là, on s'est fait connaître. On a eu un petit stand, on n'avait rien à vendre et tout. Et en fait, on a attiré plein de monde, on a discuté avec plein de gens, on s'est fait inviter à droite à gauche. Puis c'est parti comme ça. Beaucoup de sud-ouest, hein, j'avoue, on a beaucoup navigué en sud-ouest parce que c'est là où il y a la majorité des conventions de clubs et gros festivals. Et puis après, d'abord on a fait la boutique, puis après on s'est lancé. Au début on faisait des goodies avec des t-shirts, etc. Malheureusement, j'ai pas pu en mettre un aujourd'hui. Et puis après, on a commencé l'édition. On a commencé avec Black Sad. C'est votre premier, voilà, un best-seller. On est super content. Puis là, en plus, il y a le jeu vidéo qui sort cette année. Il parle du 6e tome qui est en préparation, qui se passera à New York. Il prévoit peut-être une série ou un film. Donc cette année, c'est le renouveau de Black Sad. Donc ça va ressortir, ça va revenir un petit peu sur le devant de la scène, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis les chats. Voilà. Alors, c'est au poil. C'est aussi une bande dessinée d'une
excellente oui. facture, quoi. Ah oui, ça, c'est grande qualité pour c'est- ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, moi j'ai tout de suite été bluffé par Black Sad quand j'ai vu le truc. Et puis même mon premier imprimeur qui a imprimé Black Sad l'a découvert. On lui a offert à Noël, sa belle-fille, je crois, lui a offert à Noël, ou sa fille. Et il a fait Ah, je me suis rendu compte que c'était le livre que j'étais en train d'imprimer. Et en fait, il m'a dit que c'était rué dès le lendemain pour acheter toute la suite, quoi. C'est un coup d'éclat quand même de commencer avec Black Sad et c'est assez confortable pour pouvoir continuer après, non? C'était un pari risqué. Parce que sur le coup, des bouquins sur la BD en jeu de rôle, il n'y en avait pas énormément, ça datait un peu. Et c'est vrai qu'à partir de Black Sad, là, j'ai vu autour de moi fleurir pas mal d'autres publications. Par exemple, il y a eu l'Agence Barbare, il y a eu Freak Squill, il y avait eu aussi City Hall. Ça, c'est plus du version manga, mais c'est déjà bien. Comme ça, la BD peut trouver son public en jeu de rôle, il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr. Voilà. Et j'allais demander justement par rapport à Black Sad deux choses. La première, ça rejoint un petit peu ce que disait Yann. T'arrives, tu dis on est une jeune maison d'édition, on vient de se créer et notre premier projet c'est Black Sad. C'est quand même quelque chose qui est établi. Enfin, un projet assez, on va dire, lourd à porter parce que il a fallu sûrement demander les droits. Et quand on est une jeune maison d'édition, est-ce que c'est pas trop dur? En fait, c'était en fait le premier titre. Enfin, c'était pas le premier titre. J'avais déjà négocié Stalker qu'on va faire là avant la fin de l'année, qu'on va financer avant la fin de l'année. Et là, c'était le deuxième. Et non, ça s'est bien passé parce qu'en fait, mes collègues espagnols de No Solo Roll Ediciones sont montrés très sympathiques. La conversation, les échanges sont faits très simplement. Voilà, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de souci en fait. Non, souci même de confiance quand on arrive et qu'on bah se montre. tu sais, la première fois que tu arrives, c'est un peu un coup de poker, t'es pas connu. Tu sais très bien que le titre pourrait être très vite pris par un collègue qui a déjà un peu plus de poids et qui est plus installé. Sauf que voilà, comment dire, je lâche pas si facilement le morceau en fait. Quand je veux un truc, j'essaye de. T'as travaillé un petit peu. Et entre temps, il y a aussi d'autres titres qui sont passés chez des collègues qui sont passés à une semaine près sous mon nez. Voilà, je ne dirai pas les noms, mais voilà. C'est des très bons jeux de rôle, d'ailleurs certains sont sortis. Mais non, c'était pas. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Au début, tu fais qu'est-ce que je vais demander? Et puis après, t'as ta petite machine qui se met en route dans ta tête, tu calcules tout, ça va très très vite. Et puis après, tu prends des habitudes. Ouais, j'imagine, ouais. Tu sais ce que t'attends, tu sais ce que tu veux. Et Après, je sais pas si c'est un sujet gênant ou pas, mais on attendait aussi la loutre rôliste sur un thème d'un certain manga qui était bien connu, je crois. Lequel? C'était pas celui-là, non? Cobra ou Ah non, Cobra, c'était pas moi, c'était Laurent Rambourg avec Pulp Fever à l'époque, parce que depuis il a changé, maintenant c'est l'édition du Troisième œil. Bonjour Laurent, si tu m'écoutes. Et donc Cobra, qui est un très bon jeu. Surtout quand t'as ton MJ qui est un fan mordu de Cobra, limite presque déguisé en Cobra pour venir jouer. Il connaît tous, ouais. Voilà, il connaît tout par cœur. Non, c'était c'était lui à l'époque qui il avait déjà fait, donc non. D'accord. Ok. Bon c'était une confusion. Mais c'est un jeu qu'il est bien. Et donc oui, c'était pour finir de faire le cercle. En fait, tu te présentais tout à l'heure comme étant un petit peu le papa loutre. Donc tu prenais l'animal et tu l'humanisais un petit peu, tu vois. En fait, non, comme dans Black Sad. Non, vous comprenez pas. En fait, je suis une loutre déguisée en humain. Quand je vais rentrer dans ma voiture, je vais enlever mon costume. Ah, c'est un cosplay. Je vais me taper un petit poisson que j'ai dans la boîte à gants. C'est bon. Hein. C'est un petit cosplay, ouais, d'accord. Donc ce soir aussi, on fait documentaire animalier un peu. C'est ça. C'est ça. Je ne ferai pas de glissade en direct. La dernière fois que j'ai essayé en convention, je me suis vautré lamentablement. Le sol n'était pas assez glissant. Donc non. Ou tu n'avais pas assez bu, peut-être. Il était peut-être trop tôt dans la convention. Chut. Mes enfants me regardent peut-être. Non, le sol n'était pas assez glissant. Il faut un sol bien glissant. C'est ça. Un projet comme Black Sad, une fois qu'on s'est dit tiens, j'ai envie de le mener à bout, qu'on a été négocié, que les gens ont dit d'accord, c'est vous qui allez le faire. Il faut combien de temps entre le moment où on a l'idée de faire un jeu de rôle comme Black Sad et le moment où on a enfin un livre ou même un prototype ou on va dire un système défini? Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on s'occupe de tout de A à Z, de la traduction à la on n'a rien confié. On a confié une fois, mais on a dû reprendre. C'était pas très grave, mais c'est pas grave. On a repris. Mais Black Sad, on l'a fait de A à Z, par exemple. Ça nous a pris une bonne année parce qu'en plus, c'est nos premiers pas. Donc, et puis en plus, on voulait mettre le paquet, etc.
Et on l'a sorti quasiment un an après, ouais, à peu près. Et au final, on a eu de très bonnes critiques au niveau de la qualité. On n'a rien laissé au hasard. On a été bien encadré par notre imprimeur à l'époque, qui est aussi imprimeur local, donc Cloître, et imprimeur qui nous a fait un très très bel ouvrage en fait. Donc voilà, on était contents. Et après, on a renchaîné bien sûr sur Ithos, etc. Oui, bien sûr. Supplément. Les Black Sad, en fait, le projet, au final, l'objet correspondait à ce que vous vouliez. Voilà. Alors, il y a aussi un truc, c'est que au départ, il n'y avait pas d'écran pour Black Sad, et on a mis quelques mois à négocier qu'il y ait un écran. Et donc, finalement, on a fait l'écran. Nos collègues ne faisaient jamais d'écran chez eux. À quoi ça sert? Sur le coup, ils étaient un peu dubitatifs. Et au final, depuis, ils ont plein d'écrans pour plein de leurs jeux. Ils ont trouvé ça super sympa. Ils jouaient sans écran en Espagne. Il y a des maisons d'édition qui en faisaient, je crois, mais pas eux. C'était chacun fait le sien un petit peu. Voilà, c'est ça. Et puis ils aiment bien les écrans, tu sais, qu'on trouve en Allemagne, qu'on peut faire soi-même. On peut glisser. Voilà, ou les, comment ça s'appelle, Hammerdog, la marque américaine qui en fait aussi. Et donc on a pu faire, on leur a proposé, on leur a dit occupez-vous de l'illustration extérieure, on s'occupe de l'intérieur, vous nous direz si c'est bon. Nous on voudrait juste mettre ça comme ça, donc ils ont tout fait, comme on a dit, et le travail était nickel. Donc mais j'ai passé un temps dans mes écrans à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Du coup, un travail, on imagine aussi de connivence avec les auteurs. Parce que quand on travaille un univers... Alors en fait pour Black Sad, les auteurs, on n'a pas eu trop de contact, on n'a pas eu de contact avec eux. On a traduit. Quand on avait des questions parce qu'il y avait quelque chose qui nous semblait pas coller, ça peut arriver. Hein. Tu trouves un petit bug, un petit truc. Bien sûr. On a discuté avec nos collègues, il n'y a jamais eu de souci. Oh ben oui, effectivement, changer, modifier. Et on n'a pas eu par contre de contact avec Guarnido ou Canales. Canales un peu plus tard, parce qu'ils étaient très très occupés. Donc voilà, on aurait bien voulu. On les salue au passage, si on s'écoute. Mais non, on a été un peu... dans notre truc, dans notre bulle pendant un an, ça a été... Et quand on sort de là, donc tu le disais, c'était quand même assez intense, plus un premier travail, ça a mené vers de nouveaux projets. Tu le disais tout à l'heure, Ithos, oui. Voilà, Ithos, qui est un système de jeu générique qui se base en partie sur Fate, donc il y a une partie très narrative et comme un côté un peu classique. C'est beaucoup plus simple d'accès, même si j'aime beaucoup Fate, j'ai fait les deux, c'est beaucoup plus simple d'accès et on peut s'en servir pour coller à n'importe quel univers. En fait. C'est ça en fait, le principe d'un... C'est un gros bac à sable, une boîte à outils où tu peux faire à peu près ce que tu veux. Quoi. Un guide générique, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'univers qui lui est accolé, c'est juste une mécanique, un système de jeu. La base de règles avec les personnages, ça prend une 40aine de pages et encore c'est parce qu'il y a tous les textes pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui ne sont pas habitués, mais quand tu es un peu habitué, tu fais ça super rapidement. Oui, tu après, voilà. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Hop, voilà, tu passes quelques exemples, ok, et puis après tu as des variations donc en fonction de l'univers dans lequel tu veux jouer, et des ambiances de base pour te donner une accroche. Voilà. Et après, nous, on a développé d'autres univers dans lesquels sous forme en fait le jeu se passe alors. Ce qu'on appelle des scénarios autonomes, c'est-à-dire que vous avez les personnages pré-tirés, le scénario ou la campagne, et la base de règles de Ithos pour jouer directement. Et les pré-tirés sont sur le site, donc ça évite de plier le bouquin, etc. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut les voilà. Et ça, tu peux jouer quand tu n'as pas le temps quand tu veux jouer, que tu es un actif, tu vois, tu n'as pas le temps, tu dois aller vite. C'est super. Quand tu veux découvrir le système, c'est... Voilà. Et Ithos nous propose de jouer dans quels univers? J'ai vu qu'il y a du western. Pour l'instant, il y a de l'ASF. L'ASF. Voilà, une famille années 70 qui vit dans le même bâtiment que John Lennon et qui se rend compte que la réalité n'est pas tout à fait ce qu'elle est, mais je ne dis pas plus parce que sinon ce serait spoilé comme disent les jeunes. C'est quoi? C'est les fameux immeubles à New York le Dakota Building. Yeah. Classe. Et puis, maman loutre. Ne jette pas devant tout le monde, s'il te plaît. Dernier coup, qui est en fait un pur western de chez Western. Voilà. Si vous aimez le western avec des attaques de diligence, des trucs indiens, c'est pour vous. Et le dernier en date, c'est Chasseur de légendes. Donc là, c'est une campagne pulp façon Indiana Jones. L'auteur ne s'en cache pas, où on va aller botter le derrière de l'ordre de Tulé et au travers du monde entier. En fait, on se balade un peu partout avec des vrais grands méchants dignes des films d'Indiana Jones. Mais basés sur des mythes un peu archéologiques, un peu anciens, des choses comme ça. L'Arche d'Alliance et compagnie. Enfin, tout le voilà. Je ne dis tout pas le background qui fait que ça nous a plu au cinéma. Voilà. On va le retrouver. Voilà.
Et donc, Le dernier ordre de Tulé, c'était bien les nazis. qui un cherchaient les peu, objets mystiques, voilà, c'est ça. qui voulaient maîtriser la sorcellerie pour Paganisme. pour gagner la guerre. Ah, j'ai vu un très beau documentaire là, sur il n'y a pas très longtemps là, qui vient de passer. C'était très intéressant, ouais, effectivement. Ça pourrait nourrir un petit peu aussi Voilà. Et ça ce qui nourrit est un peu voilà. cet univers. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut soit tout jouer d'un coup, soit faire en séparé quand dans le désordre si on a envie, parce que c'est toujours un peu la même trame. Donc, mais c'est ambiance juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, quand on Et a une course fait. contre la montre. Quand on a fait donc les 3 scénars qui sont proposés ici et qu'on maîtrise on va dire le système de Ethos, après rien n'empêche, c'est à ça que ça sert, de créer son monde, et puisque le fait qu'il n'y ait pas d'univers affilié, c'est qu'on peut un petit peu l'extrapoler. En fait, on peut soit créer son monde, soit remplacer des règles déjà existantes. J'en connais qui l'ont fait parce que voilà, c'était trop lourd. Ils se disent, allez, je prends ça, je le connais. Ou si vous voulez Tu veux dire simplifier un petit peu comme ça le gameplay. C'est-à-dire que par exemple, il y a des systèmes de règles qui sont parfois dédiés justement pour que ça fonctionne dans ce monde-là, mais parfois c'est trop compliqué, c'est trop pesant. Et moi j'ai des amis qui sont passés à Ethos pour justement simplifier, que ça coule plus vite, quoi. D'accord. Et après tu peux aussi, grâce à ça, continuer sur ces univers-là. Si tu as envie de continuer dans le western ou dans le trip Indiana Jones, par exemple. Il y a d'autres scénars prévus. Oui. Alors, il y a Paradoxe, je l'ai oublié, mais j'en parle sur la page d'Ethos, donc du voyage temporel. Après, il y aura Post-Apocalyptica aussi, qui est du post-apocalyptique avec du techno-chamanisme dedans. C'est toujours bon, mangez-en. Oui, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Alors, le Juif errant qui sera une grande campagne, aussi un peu dans le même ton que Chasseur de légendes, mais à notre époque, vous savez, les grandes séries en 3 épisodes, 3 téléfilms qui durent 1h30, où on va se battre contre des forces obscures, qu'on va aller déterrer des mythes, etc. J'en dis pas plus, mais si vous êtes fan de ce genre de triptyque, je pense que vous allez. Si vous saviez pas à quoi faire le samedi après-midi devant M6, yes. à l'époque, ouais, voilà. Exactement. Si vous aimez les grosses mythes. Et puis les Templiers, surtout avec leurs longues épées. Il y a Sébastien qui nous fait un petit message et qui nous dit qu'il a pris le train en route, mais que Black Sad fera partie de ses futures acquisitions en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que ça donne envie, hein, clairement. Après, c'est très ergonomique, je trouve, au niveau, là j'ai feuilleté le livre un petit peu. C'est vraiment ergonomique, ça donne envie de se plonger dedans et même de le lire comme une bande dessinée pratiquement en fait. Alors je précise qu'il n'y a pas besoin de connaître la bande dessinée, même si c'est un plus, et que je la conseille vivement par rapport à l'ambiance, par rapport à la visualisation des personnages qui sont quand même des animaux anthropomorphes, ils sont anthropomorphes, et pour se plonger vraiment dans l'ambiance de la BD, il y a déjà énormément d'illustrations dedans. Et on peut se nourrir avec les bandes dessinées pour venir alimenter par exemple un petit peu alors ses scénars il est et possible son de univers. jouer les personnages de Black Sad. C'est le cas d'ailleurs d'un scénario d'introduction qu'on a à la loutre. Il est possible de créer ses propres personnages et on peut prolonger au fil des histoires, tout à fait. On peut très bien le faire. Hein. Et au niveau du gameplay, ça se passe un peu comment Alors, pour faire simple, oui. voilà, ça joue au D6 avec des dés de 3 couleurs. Noir, dés d'action, des blancs, des complémentaires et des de tension. Alors là, on ne les a pas rendus parce que j'en ai plus beaucoup. On était à nouveau en rupture. Voilà. Ouais. Et en fait, tu lances toujours 6 dés. Tu lances le nombre de dés noirs de ta caractéristique et tu complètes jusqu'à 6 avec les dés blancs. Les dés de tension, c'est vraiment dans les situations les plus critiques. Compliqué. Et après, tu lances les dés et en fonction du type de dés, par exemple pour les noirs, c'est 4, 5, 6, c'est des succès. Pour les blancs, c'est le 6. Voilà. Chaque dé est un peu différent. C'est pour ça que il faut bien connaître, soit avoir les dés Black Sad, soit avoir l'écran, soit sinon se faire une petite fiche en se disant voilà, après ça passe tout seul. Ah oui, il y a des dés avec des valeurs, c'est pas que 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà, sur les faces. C'est en fait celui-là compte double, celui-là au niveau des succès, après tu as les échecs, et tu lances tout ça. Et après, c'est un système de succès, oui, mais non. Un peu comme le système fou, en fait. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. En fait, tu réussis une action, mais pas forcément complètement. Tu peux avoir des conséquences positives, négatives. Des fois, pas tout blanc, pas tout noir. Et souvent, vaut mieux rater de peu. Vaut mieux rater de peu que de réussir de justesse. En gros, c'est oui et, oui mais, non mais, ou non et.
Tu vois, donc oui, et en plus il se passe quelque chose de super. C'est ça. Non, mais non, oui, mais il se passe quelque chose de pas terrible. Non, mais il y a quand même vous avancez vers votre objectif, ou alors c'est non. Voilà. Et en plus, boum. Et il y a le système des. Alors il y a aussi dedans le système des aspects qu'il y a dans Ethos, donc comme dans Fate en fait, des mots, des phrases qui définissent ton personnage. On appelle ça des faits marquants en fait. Dans Black Sad, il y en a entre 2 et 4, en général 4 pour les personnages joueurs. C'est des éléments que tu peux utiliser dans le cours de l'action. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner, c'est a été major de sa promotion au FBI. Donc des fois, tu peux l'utiliser contre ce qu'on appelle un point de dépassement, c'est comme les points de drame dans Ethos, où ça va te servir pour avoir des accès, des contacts, avoir une petite faveur, etc. Mais par contre, imagine que tu croises un des anciens de la promo. Bah là, il va l'utiliser contre toi. Oui, moi je sais pourquoi cette personne a été major de sa promotion. Et là, tac, et donc le joueur n'est pas obligé d'accepter, il peut dépenser. Voilà, Celui qui a système couché avec sa propre d'échange. histoire. Voilà, c'est ça. Ça fait On un peu- ressort la boîte de je n'ai jamais. Ça fait un peu penser au système DK en fait, si vous connaissez, avec Oui. l'échange de points. Et voilà. Et par contre, tu as aussi des aspects pour les caractéristiques qui peuvent être utilisés pour relancer les dés. On peut aussi apporter des éléments à l'histoire grâce à ces aspects. Donc changer un élément de l'histoire pour débloquer une situation. Et après, dans Black Sad, ce qui est bien, tu as aussi un système avec les choix moraux des personnages qui peuvent t'entraîner vers ton côté animal assez vite en fait. Parce C'est qu'on comme est vraiment dans le... l'alignement, quoi, un peu ce qu'on appelle l'alignement. Non, c'est-à-dire que un tu as peu, une valeur d'instinct et tu as une valeur de conscience. Et plus tu vas vers la conscience, plus tu es un personnage qui a un côté humain. Plus tu vas vers l'instinct, plus tu es tu animal. réfléchis, plus sinon c'est D'accord. c'est ton instinct. Mais qui alors prend le après, dessus, l'instinct peut être utilisable comme pour des choses très animales. Oui, des Voilà. scènes d'action Mais- peut-être. Ou, voilà. Et là, tu es dans le polar, tu es dans les codes du polar. C'est-à-dire que le héros, c'est pas un mec qui va faire ouais, je gagne de l'exp et je monte et je monte. Non, c'est je descends vers les enfers, tout doucement. De temps en temps, j'ai un petit moment de bonheur, j'en profite, mais ça ne dure jamais. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de système d'expérience. En fait, ton perso, D'accord. un jour ou l'autre, il va passer du côté obscur du chat noir. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que ça peut s'adresser à des débutants? J'ai eu des débutants qui ont joué en tant que joueurs. Oui, mais alors tu prends déjà des grands ados parce que c'est quand même du polar. Il peut y avoir du sexe, il peut y avoir On parle de racisme parce que c'est. Ah bah on est l'époque- clairement sur de l'adulte quand même. Hein. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était la grande époque des suprémacistes blancs quand même aux États-Unis. Et il y a Arctic Nation, le deuxième tome, qui en parle clairement, quoi. Donc il y a quand même des sujets très très sensibles. Il faut un public quand même assez averti. Voilà. Et après au niveau du gameplay, par contre, ça reste accessible. Alors, un au peu à début, tous. sur le coup d'aider, au début, effectivement, ça peut paraître comme ça, les différentes couleurs. Mais en fait, non, ça passe. Ça passe très très vite. Mais les gens disent, ah oui, mais en fait, c'est simple. Faut pas avoir peur. De toute façon, faut essayer. Je pense que, comme tu disais, il faut avoir l'écran ou un petit rappel parce qu'au départ, on va être un peu paumé dans les dés. Mais quand on aura fait 3-4 actions, qu'on aura lancé les dés, on sait à quoi. Je pense que ça ferait correspondent les pas dés. grand monde parce Non. qu'effectivement, on a toujours de la demande sur Black Sad et que on a des retours. J'en connais aussi qui ont commencé avec Black Sad. En un mois et demi, ils avaient fait 7 scénarios. Eux-mêmes. Ouais, joli. Mais c'est Ouais, vrai que c'est un il m'a appelé pour me qui le dire, accroche monsieur. aussi. Hein, c'est, Ouais, gentil. Mais bah oui, complètement. comme dans les années 90, il y a des gens qui sont arrivés dans le jeu de rôle par Star Wars, le jeu des 6, là, le truc comme ça. Voilà. Ou le James Bond. Oui, Aussi. oui. Et quand tu as 9 ans et que tu joues à Stormbringer, que tu commences par ça aussi, tu n'es pas un psychopathe plus tard. Je tiens à rassurer les gens. Voilà. Mais tu n'es jamais un psychopathe reviendra. quand tu joues au jeu de rôle. Tu joues des psychopathes, des Oui, fois, oui, oui, ça tout à se fait. peut, mais tu n'en es pas un. Donc, on a parlé de Black Sad, on a parlé de Ethos aussi, le système générique. Au niveau de la loutre, vous avez d'autres univers? Oui, on a d'autres choses qui sont en préparation. Donc, mis à part Paradox, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il y a Dream Raiders. Donc, où en fait, vous allez passer. Bon, là, chez moi, c'est la version de travail. Vous voyez tous les petits post-it. C'est très mignon, très coloré. C'est. Comment dire? C'est un jeu de rôle où on va rentrer suite à un événement planétaire qui s'appelle la Grande Veille, où les gens n'ont pas dormi pendant 72 heures. En fait, il y a eu comme un problème, il y a distorsion de la réalité qui sont provoquées par la suite. Et nos joueurs vont devoir plonger dans l'esprit des gens qui provoquent ces distorsions pour les déconnecter. D'accord. Voilà, grâce à une machine qui s'appelle Yggdrasil, comme le fameux arbre mythologique. L'arbre. Voilà, et ils peuvent peut-être, et là je spoil un peu, se rendre compte qu'en fait leur réalité n'est pas vraiment la réalité. Et là on passera sur un mode de jeu, Dream Riders, où ils passeront de monde en monde, mais de vraie réalité en vraie réalité, Ah, c'est... avec le même but pour les deux, c'est toujours retrouver ses souvenirs. Parce que le fait d'aller dans la machine, ou d'être réveillé
dans ce qu'on appelle le croisement et de devenir ce qu'on est vraiment et de rechercher la trace de son monde, en fait, on a perdu tous nos souvenirs. Et en fait, les joueurs vont devoir retrouver leurs souvenirs au fur et à mesure, que ce soit dans un mode de jeu Dream Raiders ou dans Dream Raiders. Ça, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup en jeu de rôle, où généralement, quand on arrive et qu'on joue la première partie, on n'a pas forcément une idée très précise de notre personnage, ni même du monde dans lequel le MJ va nous faire jouer. Et l'idée qu'on va recomposer et composer notre personnage avec les souvenirs qui vont revenir au fur et à mesure de la partie, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça donne déjà le droit au tâtonnement au début, tu vois, et puis en plus... Alors en plus, tout est fait, je vous assure, pour perdre au départ les joueurs, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et au fur et à mesure qu'ils vont retrouver leurs souvenirs, en plus, c'est pas forcément eux qui décident quels souvenirs ils retrouvent et qu'est-ce que ça signifie, c'est d'autres joueurs. Donc voilà, ça va les amener progressivement vers leur retraite. C'est-à-dire que au moment où ils auront retrouvé, soit s'ils restent dans le monde réel, notre Terre, telle qu'on la connaît, ou leur autre réalité, s'ils sont réveillés dans le croisement avec leur vraie identité, ils vont finalement devenir des PNJ. Donc au fur et à mesure, en fait, les personnages auront une durée de vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a retrouvé tous ces souvenirs, on passera à notre personnage. On passera à nouveau. Voilà. On l'aura exploité complètement. Voilà, exactement. Et donc après, il y a aussi un mode de jeu crossover. Voilà. Et on va aussi sortir un scénario où il y aura des Time Riders. Donc en fait, voilà, on passe d'époque en époque. Donc je pense que par contre, il faut avoir un mental très stable. Mais c'est j'allais dire la mode, c'est pas la mode, c'est pas vrai, c'est pas ça le terme que je cherche, mais en fait c'est dans la mouvance actuelle, ces jeux où dedans on peut imbriquer un petit peu, y inclure ce que l'on veut, c'est-à-dire la période que l'on veut. Au niveau univers, tu peux faire tous les. C'est comme ça que c'est beaucoup plus riche. Voilà, t'as même une histoire de personnage de jeu de rôle dedans. Et en fait, c'est une sorte de réflexion. Ce jeu est aussi une sorte de réflexion sur le jeu de rôle en lui-même. Qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça peut aller très 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 loin en fait. C'est pour ça, par contre, ça sera pour des MJ avertis. Alors, on va, comme ça, on a l'habitude de revenir régulièrement vers l'invité. Parce que là, on a déjà abordé pas mal de choses et je sais qu'il en reste à dire et on a très envie d'avancer. Mais malheureusement, on est obligé, nous, dans l'émission, de prendre un temps pour répondre au courrier des auditeurs, les auditeurs qui nous ont écrit. Et c'est très souvent Damien qui s'y colle. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, ce soir c'est la DRDDR, le dernier courrier des auditeurs de la saison. Dans 10 minutes, vous pourrez commenter, hashtagger, questionner autant que vous voulez. Et je vais vous le dire tout de suite, on n'en aura plus rien à faire. Comme le veut la formule consacrée, vous n'aviez qu'à parler avant ou vous taire à jamais, en tout cas jusqu'au mois de septembre prochain, avec le retour de la 8e saison de Deludes. Bref, ce soir, on a pas mal de choses à voir ensemble. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, la loutre rôliste. Bon, attendez, juste 2 secondes, désolé Christophe, je prends 2 minutes comme ça, sinon comme ça va me rester en travers parce que, bon, moi je veux bien jouer le bouffon de service qui fait rire tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'ils sont drôles ces auditeurs, oh là là, ils sont osés ces questions et tout. Mais qui est-ce qui passe des nuits blanches à trier le courrier, à lire, à sélectionner, à répondre, qui doit bosser des heures et des heures à se taper encore et encore des kilomètres de blagues éculées, des jeux de mots pourris, de trucs salaces, voire carrément dégueulasses, et tout ça pourquoi pour que dalle, bénévole qu'on vous dit. Alors, c'est qui fait ça? C'est toi Yann peut-être non, toi tu fais quoi? Toi tu joues à des jeux, voilà, tu écris des chroniques. J'ai pas les moyens de me payer un MC moi. Voilà, tu vas en festival, t'es là depuis le début, enfin pas très tôt avant le début, mais ça on en reparlera une prochaine fois. Et puis quoi? Bah oui, tu poses des questions, tu participes, tu t'intéresses. Bah excuse-moi que l'émission à laquelle tu participes t'intéresse. Voilà. Talmo peut-être, Talmo. Qui t'es en fait? C'est même pas ton vrai nom, Talmo en plus. Alors oui, alors tes papiers ils sont bien écrits, bien documentés, bien lus, dans le ton, dans le thème, mais c'est tout. Et puis on en a vu d'autres arriver comme ça, et puis pas tenir plus loin qu'une saison. Et c'est pas parce que ça fait plusieurs saisons que t'es là que ça peut pas t'arriver.
Alors Alex, ah bah oui, c'est Alex, ah bah voilà, carrément, ah oui, moi je suis le chef, hein, parce que c'est moi qui gère les invités, les contacts, les éditeurs, les auteurs, les distributeurs, les illustrateurs, les boutiquiers, les partenariats, les coups de fil, la caméra, le montage vidéo, la chaîne YouTube, le Facebook, qui préside l'association, gna gna gna. Bah tu sais quoi, Alexis, hein, si t'es présent dans l'émission, si t'es si présent dans l'émission, hein, et que tu m'expliques pourquoi en 8 ans je suis pas foutu de savoir dans quel ordre on met les voyelles dans ton nom de famille. Enfin bon bref. Voilà. Je suis perdu, voilà. Hein. Et tout ça pour dire que c'est pas vous qui arrivez plus à mettre les mains sous l'eau, hein, à cause de toutes les petites coupures sur les doigts, parce que vous passez vos journées à ouvrir des enveloppes. C'est pas vous qui arrivez le dimanche soir en disant oh putain mais j'ai rien, j'ai reçu que de la merde cette semaine, il va falloir que j'écrive des fausses lettres. Tout ça pour assurer la rubrique et la faire durer le plus longtemps possible au passage, parce que les droits d'auteur se calculent à la seconde près. Hein, qui est-ce qui fait tout ça, hein? Eh ben c'est Bibi. Et je vous le dis tout de suite là, hein, ça sert à rien de m'envoyer des tonnes de mails pour dire ah bon c'est la chanteuse qui fait tout doucement, qui vient trier le courrier des auditeurs. Non, les blagues de merde, j'en veux plus. Moi j'ai fini 3 fois major de promo dans 3 filières différentes. Et pourquoi, hein? Pour faire le larbin de service auprès d'autres invités qui sont d'ailleurs encore moins connus que nous. Tiens, bon, on va remettre les choses au point tout de suite. Hein. J'ai une déclaration officielle à faire, et pour que ça fasse encore plus officiel, hein, en cette période charnière de droits d'auteur pour tous les auteurs, quels qu'ils soient, eh bien, je vais demander à Alex de les lire. Hein, et toute ressemblance avec un communiqué existant ne serait que pure coïncidence. Tout à fait. Cette année 2019 marque le 7e anniversaire du premier épisode anthologique de la saga des Luds, sorti pour la toute première fois en septembre 2012 sur Plume FM. Damien, ça c'est moi, détenteur worldwide des droits d'auteur des Luds et des Plumes, ne pouvait manquer un tel hommage en tant qu'animateur de cette émission. Sa rubrique, Le Courrier des auditeurs, est exclusivement basée sur l'univers de chaque invité emblématique. Elle propose de prolonger de manière fidèle l'ambiance de ce chef-d'œuvre de la radio qu'est l'interview de l'invité. À la seule différence qu'il en est exclusivement l'auteur. Il choisit son camp, pince sans rire ou provocateur, défendre l'invité ou incarner le plus parfait des prédateurs. Il vous propose de revivre de l'intérieur les coulisses de l'émission, au beau milieu du studio de Deludes en mode sans concession. Vos questions décideront comment cette fois l'interview se jouera dans votre radio. Oui, bah en gros ça veut dire que voilà, ma rubrique au moins là, les questions elles sont pas là pour brosser l'invité dans le sens du poil, hein, mais vas-y, continue. Cette rubrique est unique en son genre, la seule à ce jour proposant une immersion quasi poussée dans l'univers d'un invité si mythique. Quand l'interview est terminée, la rubrique de Damien est désormais lancée. Le courrier des auditeurs est prévu pour 9h moins le quart à chaque émission. Si vous souhaitez l'écouter après cette date, il vous sera possible de la faire sur certaines plateformes, Internet, SoundCloud, iTunes, Spotify. Oui, bon d'accord, ok. Vas-y, saute quelques passages et va directement au moment où tu me lances des fleurs. Reconnaissante de la qualité du travail effectué dans l'émission, toute l'équipe de Deludes a accordé à Damien une extension de sa rubrique. Oui, c'est vrai qu'au début, bon, ça durait 3 minutes, et là, on sait jamais à quelle heure je vais lâcher le micro. Bon, allez, tu sais quoi, avance directement au moment où tu expliques pourquoi j'ai pas fait de présentation de jeu cette saison. Damien a choisi pendant 1 an d'arrêter toute communication relative à des jeux de société afin de se concentrer au mieux à son corps de métier et sa passion, l'écriture. Toute autre affaire ne relevant pas de son champ de compétences, il délègue à son cabinet d'avocats, etc., etc. Il ne tiendra pas rigueur à la communauté des auteurs, s'étant laissé manipuler par des personnes mal intentionnées. Oui, enfin bon, il tiendra pas rigueur. Moi, je l'ai un peu en travers quand même, hein, parce que bon, que j'y passe 5 minutes ou des nuits entières, de toute façon, ça sera pas reconnu comme du travail d'auteur, tout simplement parce qu'on est diffusé que sur des radios associative. Alors en gros ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que le mec il va faire prout sur une radio commerciale, il va gagner plus que moi sur l'écriture de plus de 300 jingles à ce jour. Hein, alors l'avantage c'est que n'étant pas reconnu en tant que tel, mon travail ne peut donc pas être attribué à quelqu'un d'autre, enfin surtout si je lui ai piqué, ce qui me permet de reprendre à ma guise n'importe quel communiqué sans risquer d'être accusé de, je cite, conflit d'intérêts, tentative de diffamation illégitime, concurrence déloyale ou dénigrement. Allez, moi aussi je vais terminer comme ce fameux communiqué par une petite citation. Hein. En conclusion, méditons cette phrase issue d'un profil totalement pris au hasard sur le site de Trick Track. Hein. Je ne connais pas cette personne et elle n'a rien à voir avec ce communiqué, elle ne l'a pas écrit. La seule solution était de créer et d'innover, là où d'autres se contentent de récupérer le jeu d'un auteur, de combler la brèche à coups de marketing et de rachat de licences. Et si ça, c'était pas prémonitoire ? Alors oui, bon, ça ressemble un peu à du foutage de gueule en règle à propos d'une célèbre affaire qui affole le monde ludique depuis 1 an maintenant. Mais bien malin celui qui peut dire quel est mon camp, hein, car voyez-vous, monsieur Bachelard, si vous nous écoutez, ne me croyez pas acquis à votre cause aussi facilement, hein, car qui sait si un jour on ne vous accusera pas de plagiat à votre tour. Car
Je vais vous raconter une anecdote, je la tiens de mon grand-père, Wolfgang, armé dans l'officier allemand en 42. J'ai jamais raconté, mais vu le score de certains partis un petit peu à droite aux dernières élections européennes, j'avoue, je me sens un peu plus libre de mes opinions. Alors mon grand-père et ses camarades de régiment, quand ils partaient en camp, s'étaient fabriqué un petit jeu de société pour passer le temps dans le train. Ils avaient sculpté, c'était mignon, les pions dans des dents en or récupérés de ci de là. Le principe était simple, il fallait créer des lignes de chemin de fer pour acheminer des wagons jusqu'à une petite ville pas loin de Cracovie. Ils avaient appelé ça les aventuriers du Reich. Alors figurez-vous qu'à la Libération, Libération, ça dépend une fois de plus pour qui, parce que mamie n'a jamais retrouvé sa belle chevelure longue, il s'est fait gauler son proto par un pilote de la Royal Air Force, un certain Richard Moon Senior, qui l'offrira quelques années plus tard à son fils Alan. Alors donc là, on est bien dans un cas de plagiat manifeste, et pourtant pas moyen de récupérer les droits. Comme quoi, être dans le camp des vainqueurs, ça apporte quand même un capital sympathie indéniable qui jouera toujours en votre faveur. Alors attention, monsieur Bachelard, attention, on ne sait jamais qui l'histoire retiendra comme étant le gentil et le méchant. D'ailleurs, en parlant de ça, et puisqu'on est en plein dans les commémorations du débarquement, Churchill, De Gaulle, etc., je me tourne vers notre invité, donc, pour lui présenter mes plus plates excuses, parce que, d'habitude, je mets sur le site internet de l'émission le nom de l'invité, histoire que les gens puissent envoyer les questions, donc là je sais pas ce qui s'est passé, peut-être l'écriture automatique qui a corrigé ou quoi. J'avais mis posez vos questions à la loutre rôliste et mon smartphone a écrit posez vos questions à la loutre gaulliste. Alors voilà, à ce moment-là, on revenait à peine, c'est vrai, de la débâcle des Républicains aux élections européennes, et beaucoup d'éditeurs ont voulu savoir qui se cachait derrière cette loutre gaulliste. Alors ils ont dit c'est un successeur Laurent Wauquiez, ils ont tenté des noms. Alors il y en a qui ont dit peut-être Rachida Dati pour les Dents de Castor, d'autres ont dit Florian Philippot pour le Regard de Fouine, ou même Sarkozy pour le côté court sur pattes et les origines hongroises. Mais non, non, désolé, ce n'est que la loutre rôliste, l'éditeur de jeux de rôle, ce que certains avaient même deviné d'ailleurs, comme Jérémy de Chambéry en Charente-Maritime, qui vous demande qu'est-ce que vous avez en Bretagne avec les mustélidés, la loutre rôliste, la blanche hermine, tout ça. Et c'est vrai que moi Jérémy, je vais vous répondre, parce que la première fois que j'ai mis les pieds en Bretagne, dans cette belle région, j'ai eu la même réaction que vous, et quand ils ont vu que j'avais pas envie de repartir, en fait, de rentrer chez moi, ils ont dit ok, tu peux rester, mais il y a des règles à respecter. Donc depuis, je me suis mis au mustélidé moi aussi, j'ai l'intégrale des albums de La Fouine, j'achète mes ramettes de papier chez Blaireau Vallée, je compare mes assurances chez lefuret.com, enfin voilà. La loutre rôliste dans tout ça, me direz-vous, eh bien, elle est ici bien représentée par Christophe. Alors, cher invité, permettez-moi, et j'en terminerai par là, de vous poser aussi une question. Sur votre site internet, j'ai bien trouvé la news annonçant que vous passerez chez nos concurrents et néanmoins branquignoles de Timbre FM, mais rien que dalle sur l'émission de ce soir. Alors attention Christophe, j'ai dit que je n'en tiendrai pas rigueur à la communauté ludique, mais comme mon grand-père disait, qui sait qui l'histoire retiendra comme étant le gentil et le méchant? Alors le monsieur il a pas regardé parce que j'ai fait une com cet après-midi pour que sur Facebook, parce mais que c'est pas là sur où le site. Mais sur le site, en fait, sur le site, j'ai pas eu le temps parce que avec le bouclage de Dream Raider, je te raconte pas le rythme. Et là, j'ai toujours mince, j'ai oublié. Et même pour l'émission de radio, le 31 sur Star Wars, j'ai failli zapper quoi. J'ai failli zapper le truc parce que et ça c'est mon gros problème quand je suis sur un projet, c'est-à-dire que plus rien n'existe. Non, mais... D'ailleurs, t'as un enfant qui prend son bain tout seul, il a 6 mois et... Ne te noie pas, surtout ne te noie pas. Nage comme je t'ai appris, avec les papates comme ça. Allez, vous savez quoi, moi je vais vous laisser le temps de l'été, je vais laisser le temps d'un été à l'histoire pour se faire son opinion sur tout ça. Je vous retrouve en septembre pour la 8ème saison des Luds. D'ici là, quand même, ruminez pas trop dans votre coin toutes les saloperies que j'ai racontées cette saison dans l'émission, et surtout, ne vous méprenez pas sur mon compte, car tout ce que j'ai pu dire ici, c'est aussi bidon que les auditeurs à qui je l'ai fait dire. Je réagis à l'actualité, à nos invités, à tout ce qui se passe dans ma tête d'ailleurs, sans aucune once d'arrière-pensée, uniquement dans le but de faire, on va dire, passer un bon moment, de faire sourire, car qu'il soit reconnu par les organismes ou non, c'est ça mon travail en tant qu'auteur. Merci beaucoup Damien pour ce courrier. Effectivement. J'étais pas du tout susceptible en plus. Non, voilà. ça s'entend. Je te merde. Nous on remercie vraiment Christophe d'être présent ce soir, même si il n'y a pas eu d'infos comme tu le dis sur le site, ce que je ne sais pas, mais le plus important c'est pas. On me rappelle souvent les articles. Pense à mettre un article. Oui, je sais. Oh, je l'ai pas fait. Mais qui va sur un site internet quand mais il y a le plus Facebook important, aujourd'hui. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit, ou est-ce que c'est de t'avoir là avec nous? Nous, mais en qui tout cas, vous dit que c'est moi? Mais qui vous dit que c'est moi? On préfère avoir un autre habillé en humain avec nous.
Il est temps, Castor. il est temps maintenant de faire la deuxième pause musicale de l'émission. Et pour ça, on va s'écouter Baz qui vont nous chanter Insecte. Salut, c'est encore la voix off de Deludes. Bon, vous avez compris le principe, hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à leur place dans l'émission lors des différentes diffusions radio de cette émission de Deludes et des Plumes. D'ici là, moi je vais continuer à vous distiller comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Deludes avec, comme d'habitude, vos rubriques que sont le coup de fil, les présentations de jeux, les présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, d'y répondre. Faut bien qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chansons, on vous permet d'interagir dans l'émission en direct. Et puisqu'on parle du direct, je pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir dans l'émission dans 3, 2, 1... Non, d'accord, mais c'est juste pour que les gens puissent nous entendre. Et voilà, on reprend l'émission tout de suite. On a un léger souci technique. Damien est obligé de relancer au niveau de la carte mémoire. C'est pour ça que vous n'entendiez plus rien, à vous qui nous suivez par la vidéo. Mais voilà, le temps de finaliser et on reprend le cours normal de l'émission. C'est à ça que servent les coupures musicales, hein. Là, vous qui êtes en direct, là en vidéo, forcément pour vous, c'est un petit peu moins drôle. Et vous qui allez nous écouter à la radio, tout ça, vous ne l'entendrez pas parce que de toute façon, Damien va couper et il mettra une jolie chanson à la place de ma voix qui vous raconte tout ça. Tout à fait. Ceci dit, je peux chanter si. J'ai du sablier qui tourne. Dès qu'il a fini de tourner, c'est bon, normalement. Dès qu'il a fini de tourner. Ça sabliette, ça sabliette, ça sabliette. Ok, c'est pas sur Windows parce que des fois ça tourne longtemps. Ça sabliette, 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 ça sabliette. Et donne. Donc là c'est bon. Je sais pas ce qu'il veut que je lui donne, mais il y a une faute d'orthographe. En plus, il y a qu'un seul N. Donc, et on lance un jingle et c'est parti. Et alors attention. Et ben écoute, Yann, est-ce que ça te dirait de désannoncer la chanson? On vient d'écouter Baz qui nous a chanté Insecte. Le week-end à la radio, c'est le marathon des luttes. Vendredi 14h sur Plume FM, 18h sur Radio D4B, 19h sur BLP Radio, le samedi soir sur Radio Goéland et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Si avec tout ça vous n'avez pas trouvé un moment pour nous écouter, rendez-vous sur le site deluttes.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Des luttes et des plumes, on vient de finir la première partie de l'émission, on enchaîne maintenant avec la suite. On vient d'écouter effectivement la chanson Insecte. Et pourquoi est-ce qu'on a écouté Insecte? Tout simplement parce que ce soir, dans une émission spéciale jeu de rôle, on va dire, où on est très axé, en tout cas jeu de rôle, on est en ligne avec Florent qui va nous parler de son jeu de rôle Insectopia. Bonsoir Florent, ça va? Bonsoir, oui ça va, et vous? Ça va, nous ça va bien. Ça va. Je te salue, Blackman. Oui, bonjour Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Gros bisous. Bisous. Oui, on se fait des bisous dans le sud, hein, c'est cool. Ouais, c'est cool. On se voit souvent à RPGers. On voit ça, puis vous connaissez déjà tous les deux, parce que bah, forcément, dans le monde du jeu de rôle, j'imagine que c'est un petit milieu et pas que ce les qu'on gens... fait ensemble tous. Non, bah, tout à l'heure, on parlait des animaux de compagnie qui se roulaient des pelles, et entre un qui se prend pour une loutre et un qui se prend pour une blatte, j'imagine qu'il Oui, y a des connivences. qui se passent. Oui, il y a une certaine connivence. Alors, ouais. Florent, nous, on te contacte ce soir parce que toi aussi, tu as sorti un jeu de rôle qui s'appelle Insectopia. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand le projet existe ? Le projet, le bouquin, le jeu de rôle Insectopia, il est sorti en octobre 2016. Ouais.
Mais ça a été le fruit d'une longue maturation, d'un travail assez long et intéressant, hein. Une aventure, je dirais, comme on fait une campagne de jeu de rôle, ben là on fait une campagne pour créer un jeu. Je dirais que l'idée première est arrivée en 2006-2007. Je sais plus exactement. Donc il y a eu 10 ans entre la première idée et puis l'aboutissement professionnel. D'accord. Voilà, l'idée c'était de moi je voulais faire un jeu de rôle, et puis je voulais faire un jeu de rôle sur le monde des insectes parce que ça a toujours porté mon imaginaire en fait, et après je me suis rendu compte que il n'y avait pas que moi qui portais cet imaginaire, parce que le monde des insectes est très il y a un aspect visuel très fort, avec des couleurs, avec des formes, voilà, très fort, et puis il y a l'échelle aussi, le fait que l'insecte soit petit par rapport à proportion à son environnement. Donc il y avait des possibilités de jeu pour créer un univers avec les insectes, voilà. Ça développait des nouvelles choses en fait, un nouveau gameplay, on va dire. Voilà, développer un nouveau gameplay, mais pour cela, il fallait quand même que les rôlistes puissent jouer, quoi. Hein. Tu es un humain, tu as des correspondances. Je voulais qu'il y ait de la psychologie dans les scénarios, qu'il y ait quelque chose d'assez profond, quand même. Donc en fait, j'ai développé mes sociétés. L'idée, c'est que l'idée principale, c'est que les insectes se sont développés. Ils ont des civilisations qui vont de l'Antiquité au Moyen-Âge globalement. Ouais. On garde l'échelle, donc on est toujours en proportion, voilà, avec les arbres sont gigantesques, voilà. En gros, un insecte c'est 1 centimètre, et donc les insectes font entre 2 et 6 insectes, donc entre 2 et 6 centimètres, et ils ont des arbres qui font 1000 insectes de haut, 2000 insectes de haut, donc voilà, il y a un aspect gigantisme très fort. Donc voilà, ils sont à l'échelle, ils ont développé des sociétés, et il y a 20 races jouables dans l'univers, 18 races d'insectes évolués et 2 races d'arachnides, hein, c'est important. Et ces races, elles sont un peu elles reprennent les différentes civilisations humaines, à la fois dans le développement des politiques religieux ou civilisationnelles. Ouais. Voilà, donc elles reprennent ça, parce que Sectopia, je vais le dire directement, c'est une critique de la société en fait, parce que de la société ou de l'évolution de l'humanité, quoi. On peut trouver beaucoup de choses à l'intérieur, du moins dans cet aspect-là, et parce que l'idée du jeu, c'est qu'on joue des insectes, ils croient tous en des dieux animistes, au dieu de la nature, ils croient à un polythéisme, un peu à l'Antiquité, quoi. Sauf qu'il y a des pouvoirs, il y a de la magie, voilà, et on croit au dieu de la nature qui existe vraiment là dans le jeu de rôle, hein. Bon, ça fait plaisir. Et ils croient à ça, et puis l'empire des Myrmides, donc les fourmis, découvre des vestiges d'une civilisation qui a vécu sur la planète là où ils vivent. Et en fait, c'est une sonde spatiale qui a été envoyée par l'humanité, et qui retrouve au fond d'une mine, hein, une mine de quartz. Le quartz, c'est la monnaie locale. D'accord. Et donc ils fouillent ils exploitent une mine et ils trouvent une sonde spatiale, quoi, gigantesque. Et ils comprennent que donc ça vient d'une autre race, quoi. Et disons qu'ils parcourent le monde connu pour trouver des vestiges, etc. Et ils trouvent des vestiges. Ils trouvent comme une pierre de Rosette, en fait, quelque chose qui leur permet de transcrire ce qui est les informations et trouver. Ils découvrent que en fait, l'humanité a vécu sur la planète Terre. Ils découvrent des parties. Ils découvrent que en fait les hommes étaient gigantesques, ils avaient la science, ils avaient la technologie, et ils avaient une religion monothéiste. Ils avaient eu l'idée de se mettre au centre de l'univers, en fait, de créer une religion où c'est à leur image, et donc ils avaient le pouvoir quelque part de dominer la nature et de se libérer de certaines contraintes. Donc ils font la même chose, ils créent le culte des anciens dieux. Alors certains croient qu'ils vont revenir, certains croient que c'est un legs, ils sont à la recherche de la science. Et ils fouillent les vestiges des anciens dieux, ils fouillent les tréfonds de la terre pour récupérer des pouvoirs, ce qu'ils trouvent, hein, parce qu'ils trouvent pas grand chose quand même, hein, ils trouvent c'est assez une portion congrue, 1 million d'années, globalement c'est ils trouvent quand même pas grand chose, mais ils trouvent quand même certains éléments, et surtout ils rentrent en conflit avec les peuples animistes,
qui croient toujours, voilà, qui leur disent mais vous faites une erreur, vous avez ouvert une boîte de Pandore, voilà, il y a un conflit territorial très fort, et par ailleurs, au contact des vestiges des anciens dieux, eh bien, oui, il y a une maladie. Certains êtres, nos insectes deviennent phosphorescents, translucides. Ils vont avoir la chitine qui est phosphorescente, donc ils deviennent blanches dans la nuit, et puis ils vont avoir des mutations. Donc ils sont en contact avec des vestiges de l'humanité qui a disparu définitivement, d'une certaine façon, voilà. Je vais pas tout dévoiler, mais bon, vous en doutez, voilà. Et donc voilà, au contact des vestiges de l'humanité, il y a la science, il y a la technologie, etc. Mais il y a la corruption. Et donc ces êtres corrompus, enfin je les appelais souillés. Ces êtres souillés, eh bien, tués ou bannis. Et quand ils sont bannis, ils sont rejetés et ils vont se retrouver sous la terre, dans les montagnes centrales, dans l'univers, voilà, les montagnes centrales. Et ils se retrouvent sous la terre et puis ils vont former une société anarchiste qui va vouloir se venger de l'ordre établi, de ce qui leur est arrivé. En fait, leur moteur, c'est la vengeance, parce que finalement, ils croient plus en Dieu, voilà, mais ils croient à la vengeance, ils croient à se venger de ce qui leur est arrivé. Voilà, et donc il y a 3 factions comme ça qui se confrontent dans un univers finalement assez complexe. Il y a des méandres religieux, commerce, idéologiques, politiques, etc. Mais on joue des super-héros. On joue miniatures. Des super insectes miniatures. Effectivement, au niveau on voit qu'au niveau de tout ton background, c'est super réfléchi. T'as dû passer un temps monstre à tout créer, justement, puisque t'as plusieurs factions, t'as vraiment un passé, et on imagine que t'as déjà réfléchi à ce que ça pourrait amener même dans le futur. On a même Sébastien par Facebook qui nous demande si ton inspiration est venue du roman Les Fourmis de Werber ou pas du tout. Alors, je vais répondre à cette question. Je vais m'excuser auprès de Bernard Werber directement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que avant de faire le jeu, j'étais à Paris, c'était en 2002 ou 2003, j'ai commencé à lire Les Fourmis. Et en fait, je sais pas si c'est l'état d'esprit ou le moment où j'ai commencé à le lire, mais j'ai lu les 30 ou 40 premières pages et ça m'a fatigué, en fait. J'ai pas continué. Et je pense qu'en fait, le livre démarre véritablement un peu plus tard. Et en fait, le début m'a pas convenu. Je suis passé à un autre livre et je l'ai pas relu. J'ai pas relu Bernard Werber, Les Fourmis. Et quand j'ai commencé à faire Insectopia, de Mystique, je me suis dit, ne lis pas Bernard Werber, Les Fourmis. Ne lis pas Les Fourmis parce que tu vas copier. Ouais, c'est ça, pour avoir un terrain vierge. Voilà, je voulais pas plagier, j'aurais été trop inspiré. Bon, après, on m'en avait parlé, il y avait les phéromones, etc. Un peu, de toute façon, il fallait qu'à se pencher sur les fourmis pour avoir ça. Mais je voulais pas plagier les fourmis. Voilà, je voulais ma propre inspiration. Je fonctionne assez comme ça. Dans l'espoir d'être dans la création et pas trop dans le plagiat, parce que finalement, on est quand on est auteur, on est l'aboutissement de toute la culture qu'on a engloutie finalement, et même si on ne pense pas à plagier, ça vient d'un endroit, quoi. Bon. Non, mais c'est ça, voilà. On a tous ces bagages, voilà, et toutes ces connaissances. Sans plagier, il y a l'inspiration. Oui, c'est ça, l'inspiration. Ah oui, mais c'est la connexion entre ces différentes. Tout à fait. Ces différents éléments qui font l'inspiration. Mais bon, on invente véritablement peu, quoi. Enfin bon, voilà. Mais donc pas les fourmis, mais voilà, une inspiration. Le jeu. Alors pour préciser, en 2012, moi j'ai écrit le jeu. Je l'ai fait avec des règles pas terribles. Je l'ai posé, et puis avec des potes pendant 7 ans, j'ai animé une réunion de rôlistes. On était partout en France, des potes de lycée, etc. Et je les invitais tous, on était entre 6 et 10, quoi. Et on allait dans un mas perdu à côté de Perpignan, dans la montagne. Et on faisait 9 parties, 9 soirées, 9 jeux de rôle différents. Et c'était jamais de la continuité. Donc il y avait beaucoup de one-shot, il y avait beaucoup de morts. Voilà, on rigolait comme des tordus. Et donc on a fait ça pendant 7 ans. Et après je leur ai dit, voilà, j'ai fait un jeu de rôle, on va le faire si vous voulez.
fait une association, on le fait ensemble, on va produire des choses ensemble. On se tente une campagne, ouais. Non, on crée le jeu. Ah oui, d'accord. Je leur ai proposé de reformuler le jeu, parce que si vous voyez les crédits, effectivement, il y en a beaucoup qui m'ont aidé. Alors globalement, pote Fred Barou, il a fait les apis, et puis il a développé les apis que j'avais commencé à créer. Mais il avait développé beaucoup de choses, et il a fait la maquette du livre, qui est magnifique. Hein, enfin, je le dis quoi. Au-delà des illustrations, la maquette elle est super. David, un vieux pote, il a refondu le système. Moi, j'avais fait les blattes. Et j'avais fait les blattes, l'univers, etc. Lui, il a refondu le système avec les caractères insectoïdes. Voilà. Après, je l'ai retravaillé moi aussi. Donc c'était un travail à deux mains quand même, mais il a eu toute l'idée finalement de simplification de l'utilisation des sachets de blattes que moi j'avais eu au départ. Voilà, c'est un travail à deux mains. Et après, ils sont 5 ou 6, on était 9 en tout. Donc à avoir produit sur les races, avoir développé des éléments quoi. Puis on a beaucoup réfléchi ensemble. Ils m'ont donné des idées, fondamentales, des détails qui font que l'univers aussi est équilibré, voilà, c'est fouillé parce que le diable est dans les détails. Et des fois il y a des détails effectivement qui sont importants quoi. Voilà. Donc en fait, toi, tu es le créateur au final, c'est toi qui as réussi à prendre les idées de tout le monde, à te gaver en fait des retours pour en tirer le meilleur et pour créer donc cet univers d'Insectopia qui est disponible donc maintenant abouti. Avec donc tu l'as dit son gameplay, enfin l'univers qui est très très riche. On l'a compris. Un gameplay qui est plutôt simple ou que tu jugerais plutôt difficile, toi, pour un joueur? Moi, je dirais que c'est extrêmement simple. Dans la mesure où il faut accepter de jouer sans dés. C'est-à-dire qu'il y a du hasard, mais il n'y a pas de dés. Donc, on joue avec des blattes. Il y a un sachet de blattes de 42 pastilles de couleur en fait qui sont des billes chinoises en l'occurrence. Donc il y a des noirs, échec critique, des blanches, échec, des bleus, réussite, des vertes, réussite améliorée, des rouges, réussite critique. Et tout simplement, on a une comparaison de compétences ou de caractéristiques. D'accord. Donc je compare ma mêlée ou prédateur avec ta défense. J'ai 4 en attaque, j'ai 4 en mêlée par exemple, tu as 2 en défense. Je vais tirer dans le sachet un nombre de blattes égal à la différence, c'est-à-dire donc 2. Je tire 2 blattes et je choisis la meilleure parmi ces blattes que je tire. Voilà. Donc il y a une résolution statistique, voilà, c'est du hasard, mais l'intérêt c'est que on compare simplement et c'est très visuel. On voit directement ce qui se passe. Oui, exactement. On voit, si c'est bleu, c'est critique, etc. Et souvent, quand on joue, et les gens ils sont à la table, rouge. Et hop, tac. Et là, on garde la main. Alors, on la garde à la main, on ne montre pas de suite. Et une petite tension, tac, on la montre. C'est rouge, voilà. Ça exulte, voilà. C'est l'intérêt aussi. Alors, l'intérêt, c'est que quand on a, si on inverse finalement la proba, si j'ai 2 en attaque et tu as 4 en défense, donc la différence est toujours de 2, sauf que là je suis à négatif, je tire, toujours c'est moi qui fais l'action puisque je t'attaque, je tire les 2 blattes, et là c'est toi qui vas choisir mon résultat. Ah oui, d'accord. Donc tu vas choisir la plus mauvaise. D'accord. Voilà. Donc on crée quand même... On garde le même principe, ouais, c'est ça, et on garde le côté un peu interactif avec les autres, puisque... Ça me rappelle une mécanique dans un jeu que j'aime beaucoup, dans Bot Team Manager, il y a cette mécanique-là. Où ça peut être l'autre qui choisit pour toi, qui choisit pour moi, et toi qui choisis pour lui. Mais eux, ils l'ont fait après. Oui, puis c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu de... On retrouve toujours des choses... C'est pas un jeu de rôle, Bot Team Manager, c'est un jeu de cartes. Et là, moi, quand je t'ai contacté, c'est parce qu'il y avait un participatif qui était en cours. Oui. Et puisque tu dis que le jeu existe et qu'il avait déjà été créé il y a quelque temps, qu'apporte le participatif en fait? Tu veux dire quelle est la campagne? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les 3 bouquins, voilà. Alors donc j'ai fait
souscription sur Game On, Tabletop, pour avoir la continuité de d'Insectopia. Et la continuité, c'est 3 bouquins. Donc c'est un 12 pages au début, mais on sera plutôt 144 ou voire plus par bouquin. Donc il y a un recueil de scénarios. Donc il y aura 11 scénarios dans ce recueil. Et en fait, ce sont que des auteurs de jeux de rôle français, donc qui ont fait différents jeux. Donc par exemple, Aldo Papacoda qui a fait Chiaroscuro, qui a donc Egyptus qui va sortir, Quentin Forestier qui a fait La Couvée, enfin voilà, il y en a quelques-uns quoi, dont moi j'en ai un quand même. Et l'idée c'est de faire un scénario Insectopia avec son inspiration d'auteur. Donc soit l'inspiration globale de l'auteur tel qu'il est, soit en faire un crossover peut-être un peu entre son univers et le monde d'Insectopia. Donc ça donne ça vient compléter en fait. D'accord. Voilà. Ça apporte. Voilà, ça donne des scénarios très divers, pour Insectopia. Donc 11 scénarios, et après il y a 2 bouquins qui forment les 2 premiers volets d'une campagne. Donc ça fait 290 pages. Ça commence par la ville d'Arandara, donc il y a 70 pages sur la description avec les illustrations d'une ville, le fonctionnement de la ville, avec tout, avec des secrets, avec des personnages, avec voilà. Un gros bac à sable, bien illustré. Je finalise les. J'imagine parce qu'il a donné lieu à pas mal de comment dire, d'histoires possibles en fait. Quand on présente une ville avec tout son background, ça laisse à chaque MJ la possibilité d'interagir. Donc on l'a bien compris effectivement. La campagne, pour ceux qui ont déjà le livre, est-ce qu'il y a moyen par cette campagne d'avoir l'ouvrage de base aussi? Écoute, dans la souscription, puisque la souscription est finie actuellement, oui. Il y avait possibilité d'avoir l'ouvrage de base, mais bon, l'ouvrage de base est toujours distribué. Il est distribué il est vendu sur mon site aussi. Donc on peut avoir le livre de base, tout à fait. Il est disponible en boutique ou ailleurs. Voilà, mais les 3 bouquins vont sortir, donc la souscription a été un succès important. Ouais. Il y a eu 30 000 € donc soulevés, et puis 209 souscripteurs, je crois. Voilà, et donc là, pour finir sur la campagne, en fait, c'est une campagne voilà, et sur les 2 premiers volets, il devrait y avoir donc une douzaine de scénarios qui amènent tous les personnages dans un road movie un peu à la poursuite d'un personnage qui est censé apporter la providence sur le monde connu et qui est pas si providentiel que cela, mais bon, après il s'arrange, voilà. Donc c'est une campagne qui mêle énormément qui mêle des factions et donc on visite différentes villes, et donc qui permet d'étendre encore un petit peu plus les connaissances du monde actuel. La campagne on pourra la retrouver en boutique, celle-ci aussi? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ouais. Bon, ouais. Tout à fait, ouais. Parfait. Donc effectivement, Insectopia, qui, on l'a bien compris, qui va nous permettre avec une mécanique plutôt simple, d'avoir un gameplay très très fourni. Merci beaucoup, Florent. Je suis désolé, c'est super intéressant. Petit détail quand même. Oui. Excuse-moi, juste pour dire que il y a tout cet aspect-là, mais Insectopia, il y a aussi le fait d'avoir des phéromones, de voler, de piquer, de mordre, les sociétés à insectes, etc. Enfin, tout le détail. C'est ce que j'allais dire. Comme tu l'as dit, effectivement, comme il y avait 5 classes d'insectes, avec les arachnides, avec celles qui volent, on l'avait bien compris, celles qui rampent, et on se doutait, tu l'avais dit tout à l'heure aussi, tu avais parlé des phéromones, donc qu'il y avait d'autres choses qui allaient rentrer en compte, mais on ne peut pas tout divulguer. On va laisser les gens découvrir aussi une partie. Oui, bien sûr. En lisant. Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous répondre à nos questions. Et merci à vous.
Et on te dit à très très bientôt, on espère, autour d'une table. Merci Florent. À très bientôt, merci. Donc effectivement, comme il l'a soulevé, on se doute que quand on l'a compris, un background si fourni, on se doute que ça doit être poussé aussi dans la recherche au niveau de la représentation des insectes. Donc on ne pouvait pas passer à côté des spécificités de chacune. On se doute qu'il y en a qui volent, qu'il y en a qui peuvent piquer, qu'il y en a qui vont mordre, qu'il y en a qui vont grignoter, peut-être qu'il y a des coprophages, des choses comme ça. Mais justement parce que comme on joue des insectes, on est des insectes, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte de crossover avec les jeux de rôle que tu édites, Christophe? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un Bladsad par exemple? Si, c'est possible. Si, c'est tout à fait possible de faire un Bladsad. Oui. C'est possible. Par contre, j'aimerais un jour lui proposer de faire la variante avec des vrais blads dans le sachet. Ah ouais. Peinte en couleur. Avec des gens qui font non, pas la main dans le sachet. Je pense que ça peut être dit des. Ça peut être sympa, mais alors, tu vous avez le choix de féminin. Non, mais on va avoir du public genre comme dans Fort Boyau, quoi, tu vois. Là, le mec, allez, on y va, très sympa. Allez, mets ta main, non, pour les salons. Pour les salons, tu vois. Ah ouais. Tu ne proposes pas ça dans ton salon parce que tu ne peux pas les mettre en boutique, elles vont toutes mourir. Tu vas avoir les associations de protection et tout Des qui vont blattes, crier au ouais. scandale. Mais dans les salons, tu viens Je sais avec tes pas. petites blattes. Non? Ouais, je suis pas sûr que ça soit un truc que tu puisses pas proposer lyophilisé et qui reste en sommeil pendant des années. De la jusqu'à ce blatte que lyophilisée. Ouais, non, mais tu Ouh. vois, un truc plastifié, dès que tu l'ouvres, comme Tu les sais- plantes, mais tu sais, elles se réveillent et puis. Tu sais que tu trouves des investisseurs, hein, on monte une boîte, hein. Direct, hein. Moi, je te suis, hein. Alors, on va rester dans l'univers du jeu de rôle. Je vais me tourner vers toi, Talmo, parce que le temps passe malheureusement. C'est vrai que l'émission avance. Tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Petit Détective de Monstres. Mais oui, absolument. D'ailleurs, merci Christophe de ne pas en avoir parlé tout à l'heure et de me laisser l'exclusivité. Et surtout, merci de l'avoir édité parce que c'est ma grande découverte, ma nouvelle grande passion que je partage surtout avec mes enfants. Petit Détective de Monstres. Alors, Petit Détective de Monstres, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle, donc, qui s'adresse à des enfants, moi je dirais dès 5 ans. Je ne sais même pas s'il y a une recommandation. 3 et plus. 3 et plus parce que on peut le faire en grandeur nature aussi. Ah oui. Eh oui. On peut le faire en gros. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Petit Détective de Monstres? C'est quelque chose qui serait entre Ghostbusters et le Club des 5, où on joue des enfants qui vont aller arranger les problèmes avec nos petits monstres domestiques dans les maisons. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme monstres? Eh bien, on trouve ceux qui vivent dans les poubelles, on trouve ceux qui se cachent sous le lit, ceux qui vivent derrière les portes, ceux qui font rien qu'à faire des tas de poussière sous les meubles, ceux qui mangent des croûtes de fromage pour mettre des mauvaises odeurs partout. Tous ces petits monstres assez, je dirais, qui font que dans les maisons, il y a des choses qui tournent pas toujours rond, quoi. Hein, les portes qui grincent et les chasses d'eau qui fuient. C'est eux. Ceux dont on a eu peur quand on était petit. Voilà, exactement. Alors, très rapidement, la mécanique, on a un personnage qui est caractérisé par son nom, son équipement, et au bout de quelques enquêtes, on a droit à un badge pour se récompenser d'avoir été courageux, d'avoir eu de bonnes idées, d'avoir fait un bon travail en équipe. Mais sinon, le personnage, il est relativement neutre, un peu comme un Tintin, quoi. Il n'y a pas une foule de compétences ou de choses comme ça. Mais il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. On laisse c'est la narration, c'est vraiment Tintin le jeu n'a pas de compétences. Non, mais Tintin, c'est un Sa seule compétence, c'est Milou. Ouais, c'est pas faux. C'est une enveloppe un peu vide, Tintin. Non, mais Tu je vois, vois ce que est-il tu veux garçon, fille, qu'est-ce qu'il caractérise? Oui, oui. Il n'y a pas grand-chose. Mais là, c'est pareil. Le personnage est suffisamment, je dirais, neutre pour que l'enfant puisse s'y incarner et bien rentrer dans le truc. Malgré tout cela, moi, mes enfants, ce qu'ils adorent, c'est jouer quelqu'un qui a un super nom, parce qu'ils peuvent choisir leur nom. Je te donne un petit peu leur réaction comme ça. Ce qu'ils aiment aussi dans le top, c'est les gamoustinos. Alors ça, c'est les gamoustinos, ce sont des petites boules de poils qui ressemblent à des monstres un petit peu. Ça s'apparente au noiraude japonaise, mais Oui. c'est un monstre j'allais typiquement dire, espagnol. C'est ce que tu m'as présenté dessus, je pensais au Noiraude. Ouais, Mais c'est- mais c'est typiquement espagnol. On l'a gardé le même nom. Gamosino. Gamoustinos. Et ceux-là, ils font toujours leur effet quand ils entrent en scène dans le scénario. Ils les attendent avec beaucoup d'impatience.
Ce qu'ils aiment, c'est aider les gens et résoudre les mystères. Alors, j'allais écrire résoudre les problèmes, il m'a dit non papa, c'est résoudre les mystères. Donc résoudre les mystères de la maison. Par exemple, je te donne un exemple, dans la dernière partie, c'était un scénario qui est sur ton site qui se passe dans le château de Versailles, hein, tu connais, donc il y a la femme de ménage qui se fait mordre par un petit monstre des reflets, et elle casse un miroir. Bon, mon Félix, à 5 ans, il a été lui donner un bonbon anti-bobo parce qu'il avait compris que c'était une morsure de monstre, et il a été voir les jardiniers pour leur dire de remplacer le miroir. C'est ça, résoudre les mystères pour un enfant de 5 ans. Mais figure-toi qu'ils sont heureux de le faire. Très heureux de le faire et de remettre les choses à l'endroit. Ils aiment les monstres qui font pas peur. Chercher les indices et surtout les trouver. C'est véridique. Et ce qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient aussi, c'est de pouvoir agir sur les plans. D'avoir un plan dessiné et qui matérialise vraiment l'espace de jeu. Et ça se marie très bien avec la narration. Sortez vos Lego et vos Playmobil pour faire les petits personnages. Ça marche très très bien. Voilà donc ce que mes enfants ont plébiscité dans ton jeu. Alors je continue un petit peu. Pour moi, on fait des parties d'1 heure en famille. C'est très frais, très rafraîchissant, et j'y joue régulièrement avec mes enfants. J'ai acheté le jeu il y a 1 mois et demi, je crois. On en est à 4 ou 5 parties. Et encore, il a fallu parfois que je dise non, là, vraiment, j'ai pas le temps de préparer quelque chose. Je conduis là. Arrêtez. Et ce jeu de rôle, Arrêtez, il y a une télé aussi. Pour faire une digression, ce jeu de rôle, moi, je l'attends depuis le 12 octobre 95. Vous savez pourquoi le 12 octobre 95 ? Révèle-nous tout. Ouais, le 11 octobre 95, c'était le ballet masque de... Comment elle s'appelle ? Vous vous souvenez Mireille Dumas. Dumas, j'ai encore du mal à le dire. Fait tant de mal aux rôlistes. Et c'est vrai, alors, je suis allé me repencher un petit peu là-dessus. J'ai encore la VHS qui traîne. Du jour au lendemain, je suis passé, moi, pour quelqu'un de d'Oni dans ma famille, un danger en puissance, parce que j'étais fan de jeux de rôle. Alors juste un petit récapitulatif pour vous, pour les auditeurs aussi, quelques dates. 74, Gigac et Arneson inventent Donjons et Dragons. Ça, il faut, je vous le redis à chaque fois, parce qu'il faut que ce soit gravé dans vos mémoires. Ouais, il y aura une interro. Aux États-Unis, en 79, c'est les premières disparitions qui seraient soi-disant liées au jeu de rôle. Mais souvenez-vous, on sort tout juste aussi de l'affaire Charles Manson, et on va associer très clairement le jeu de rôle à ces sectes satanistes aux États-Unis. Bien sûr. Et là, le jeu de rôle passe à la casserole avec tout le monde. Le satanisme, la drogue, la pédophilie et les sectes. À tel point que, en 83, il y a une série télé qui sort avec Tom Hanks, figurez-vous, qui s'appelle Les Monstres du Labyrinthe, dans lequel on devient fou en faisant du jeu de rôle, etc. C'est vraiment un espèce de plaidoyer, un réquisitoire, tout ce qu'il y a de plus... de mauvaise foi. Mais en France, tout va bien jusqu'en 93. Aux chaînes régionales, sur France 3, on parle du jeu de rôle. Et vous allez voir sur les archives de l'INA, vous verrez beaucoup de parties de jeux de rôle qui ont été filmées, des petits documentaires. Alors c'est parfois un peu cucu, mais au moins on en parle, et puis on le montre, mais on ne le montre pas du doigt. Par contre, 94, là, c'est la dégringolade avec l'affaire de Carpentras. Vous vous souvenez, un cimetière juif qui a été profané. On aura les résultats qu'en 97, enfin pas les résultats, mais le résultat de l'enquête. En fait, c'est des néo-nazis qui n'ont absolument jamais touché, ouvert un jeu de rôle. Ont-ils ouvert un livre seulement ? Savent-ils lire ? Voilà. Mais le mal est fait parce qu'entre 93 et 97, il va y avoir je ne sais combien... Ils sont plus jeux de plateau, on l'a vu. Mireille Dumas qui vont taper à bloc sur le jeu de rôle pour faire passer les passionnés pour d'abominables personnes. Ça fera énormément de mal également aux clubs, petits et grands clubs, surtout en milieu scolaire. Alors, oui, mais il y a eu d'autres histoires aussi où on a essayé de rapprocher ça du jeu de rôle. Et je me souviens qu'en fait, il était démontré à chaque fois que le jeu de rôle n'était pas en cause. Et au contraire, c'était une soupape de sécurité pour ces gens-là. Ça n'avait absolument rien à voir. Absolument. Mais c'était une méchante époque. Est-ce que là, on n'imaginerait pas que dans un coin, dans une pièce très sombre, il y a un sbire qui s'approche du grand maître jeu de rôle et qui fait « On a encore démontré que ce n'était pas nous, maître. » Allez,
emportez-moi des enfants. Faire des raptes d'enfants. Vite, déchire-nous un pentacle. Donc voilà, en 97, le mal a été fait et les jeux de rôle sont tombés en disgrâce. Et depuis cette date, ça va faire quand même 22 ans maintenant, petit à petit quand même le jeu de rôle revient et il revient par d'autres portes, notamment celle que j'aime beaucoup, des petits détectives de monstres. Il revient en premier par le jeu vidéo. Les progrès technologiques font que le jeu vidéo devient un peu intéressant. Pour ceux qui ont joué à Dungeon Master sur Atari ST, non, je suis très vieux moi. Oula. Hein, c'est vieux ça. Vraiment, on avait du graphisme très pixelisé, pas joli. Avait-on du graphisme? Quand t'arrives au Baldur's Gate, on tripait. Parce que moi, c'est Beyond the Eye of the Holder, fois. tu vois, par exemple, le premier. Mon poil blanchit d'un coup là. Mais quand t'arrives Baldur's Gate, là par contre, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus proche du jeu de rôle. Voilà, ouais. Et puis après, en jeu vidéo, il ne fait que s'améliorer et populariser ce loisir. Et puis, est-ce un hasard que ce jeu soit d'origine espagnole? Parce qu'eux n'ont peut-être pas connu cette tourmente-là. Je crois qu'ils ont dû la connaître, mais en fait, comme c'est arrivé une dizaine d'années plus tard, je crois, par rapport à la France, le jeu est arrivé un peu plus tard, mais en fait, ça s'est développé à peu près aussi vite, et je crois qu'eux aussi, ils ont connu des périodes, et je crois qu'il y a eu aussi des histoires comme ça. En fait, dans tous les pays, il y a eu ça, quoi. Et au final, tu te rends compte qu'aux États-Unis, où il y a eu les plus gros problèmes, finalement, tout le monde a quasiment joué une fois dans sa vie, tout le monde sait ce que c'est du jeu de rôle. Christophe, ce dont je suis sûr, moi, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui voient leurs enfants sur Fortnite du matin au soir et du soir au matin aimeraient bien que leur enfant aille faire des jeux de rôle avec leurs amis dans un club. J'ai eu des parents qui ont dit ça et leur enfant était d'accord, ouais, j'en ai de la raison, j'en ai marre de jeux vidéo, et puis je veux faire du vrai jeu de rôle. Et il y en a plein qui sont venus comme ça. Absolument. Et là, dans Petit Détective de Monstres, on peut jouer avec des enfants, des petits-enfants, et ça donne, alors ce que je vous décrivais, quelque chose de passionnant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fontaine de fraîcheur parce que les enfants apprennent à s'écouter, à se conseiller, à s'entraider. Il y a d'emblée un contrat social, même avec les plus petits, qui est instauré, et on ne se coupe pas la parole, on s'écoute les uns les autres, on rebondit sur ce que les autres disent. Qu'est-ce qui leur arrive d'autre à ces enfants? Ils développent leur imagination, le langage, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est quand même pas rien, et la réflexion. Ils s'amusent surtout et font très très bien la différence entre la fiction et la réalité, rassurez-vous. Moi, je suis très heureux d'avoir pu jouer en famille et pas en cachette, et j'espère que le jeu de rôle pour enfants a encore une belle vie devant lui. En tout cas, moi, je vais le colporter, c'est une certitude. Merci. Alors, pardon, je mettrais juste un petit bémol parce que moi, mes enfants y jouent. En revenant de l'école, la maîtresse m'a quand même dit d'aller voir un orthophoniste parce il arrêtait pas de dire à ses copains: "Ouais, je m'en fous, moi j'ai looté l'item sur un D6 avec un échec critique." Elle comprenait rien. Elle dit: "Cet enfant a besoin d'un orthophoniste." C'est vrai que le jargon du rôliste est un peu. Pour les non-initiés, peut faire comme le jargon en fait, informaticien. Il y a un truc très simple. On m'a fait le coup un jour. Il y a un gars qui arrive, il me fait au stand, il me fait: "Ça, c'est quoi?" Je fais: "C'est un D6." Il fait: "Ok, t'es un vrai rôliste." Parce que le vrai rôliste, il va te dire: "C'est un D8, c'est un D6, c'est un D10. C'est pas un dé à 6 faces." Il y a des trucs comme ça, des petites choses. Petit détail. Voilà. Si j'avais dit c'est un dé à 6 faces, il m'a regardé, il m'a fait: Toi, t'es un joueur de jeux de plateau. C'est ça. Retourne faire des wargames. Retourne faire des wargames. D'abord. Ça, c'est quoi? C'est un 4. Ah oui, t'as raison, c'est un 4. Et là, mais oui. C'est un 3. Et là, c'est un 2. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, Talmud nous a représenté Petit Détective de Monstres et nous a montré que effectivement, on peut y jouer aussi au jeu de rôle entre nous, entre adultes, et aussi avec les enfants, que le jeu de rôle c'est assez ouvert pour convenir à tout le monde. Moi, je vais juste vous faire quelques petites annonces avant de passer la parole à Yann, juste pour vous dire que en ce moment, c'est pas du jeu de rôle, là, on revient sur le jeu un petit peu plus de plateau, mais qu'en ce moment sur Ulule, il y a une campagne pour le jeu Cuisto Fury de Mathieu BG qui est très très bien, parce que là aussi on est dans du coopératif, un petit peu dans une ambiance Top Chef, où il faut jouer contre le temps mais tous ensemble, dans le thème de la cuisine. Que le 14 juin va sortir le Unlock Timeless Adventure, et que je voulais le dire parce que moi j'adore les jeux Unlock. Que pour ceux qui ont eu la chance d'avoir la saison 1, Monolith sort la saison 2 de Batman
le jeu de figurines. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, vous pouvez vous rattraper, du coup, comme ça, grâce à la saison 2, pour avoir un paquet de figurines et jouer dans une ambiance un peu DC Comics, un petit peu sombre. Et enfin, pour vous parler du Tino. Le Tino, qu'est-ce que c'est ? Pour la première fois, à Tex Noyalo va être organisé en fait un concours de créateurs de jeux qui s'appelle le Tino. Le Tino, c'est le trophée des imaginatifs néo-créateurs dans l'Ouest. Voilà, pendant le festival, durant tout le week-end des 26 et 27 octobre, le public va pouvoir venir découvrir 8 prototypes de jeux qui vont leur être présentés par leur auteur. Et ça, il y aura une combinaison entre des votes du public et celui d'un jury d'auteurs qui va déterminer qui va remporter le Tino. Et il aura en récompense un trophée Hippocorn et surtout un pass Protolab qui va lui permettre de présenter son jeu au niveau du Festival international de Cannes, ce qui est pas rien. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ouais. Alors il faut faire vite si vous êtes intéressé parce que la date de clôture de réception des dossiers d'inscription est fixée au dimanche 30 juin à minuit, cachet de la poste de l'email faisant foi. Et le jury, pour vous dire un petit peu, il va être composé cette année alors notamment de Tom Warchex, de Maud Rossi, de Tony Chanclot, d'Antoine Rabreau et de Pascal Louvion. Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à aller sur le site de Ludwest, anciennement les 24 heures du jeu, qui se change un petit peu et qui fait ça, et c'est une très bonne initiative. On l'avait déjà à 3AD, ce trophée d'auteur, mais c'est bien que ça se démocratise. Ça permet aux jeunes auteurs, à ceux qui ont des protos, de pouvoir les montrer, de se faire découvrir et puis surtout d'accéder après à Cannes et peut-être, qui sait, de se voir éditer. C'est une jungle et c'est bien d'avoir un peu de visibilité. Ouais. Non mais c'est pour ça que je suis vraiment... On se démarque du lot, c'est toujours sympa. Exactement, puis là c'est vraiment juste à côté et puis c'est un petit clin d'œil. On en reparlera et on suivra ça de très près. Exactement. Yann, est-ce que tu peux nous présenter vite fait? On avait annoncé très vite. Je sais qu'on est très pris par le temps, du coup je vais essayer d'aller vite. Mais je voulais vraiment en parler parce que c'est un jeu très sympa et très simple d'accès. Donc Once Upon a Castle, donc dans la boîte on va avoir déjà un petit peu de matériel, dont des feuilles, alors un carnet avec des châteaux prédessinés par exemple. On va avoir aussi un petit plateau sur lequel on va pouvoir mettre des petits jetons du style bingo, loto. On va jouer à remplir des cases, des colonnes, des lignes. Et donc le but du jeu, on va lancer des 2 dés à chaque tour. Et celui qui lance les 2 dés applique le résultat des 2 dés. Donc c'est des ressources. Sur ces dés, on a du bois, des pierres, des petits bonhommes, de la nourriture. Le joueur principal donc prend les 2 ressources. Et tous les autres joueurs prennent une ressource, celle qui les intéresse au choix sur les 2. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup tout le monde joue tout le temps, en même temps, on a toujours quelque chose à faire. Donc les lignes, elles sont plutôt simples, on a 2 niveaux de difficulté, on a un niveau pour les enfants et on a un niveau pour les adultes. Donc dans le niveau pour les enfants, on ne pourra pas faire de crasse aux adversaires en leur piquant leurs cartes. Les cartes personnages, on a un petit avers pour le jeu enfant et là on n'a que des points de victoire sur les cartes personnages que l'on gagne quand on fabrique un donjon, un niveau de donjon. Et sur la version adulte, là on va avoir des pouvoirs qui vont nous donner soit des points de victoire ou soit des ressources supplémentaires. Genre quand j'ai ma carte, je peux poser 2 nouvelles ressources d'argent parce que ma carte me dit de le faire. Ou alors à la fin de la partie, pour chaque mur, je vais avoir un point de victoire supplémentaire. L'originalité vraiment de ce jeu et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on va pouvoir dessiner. Si on n'a aucun talent, on a une phase qui est prédessinée. Donc il suffit juste de suivre les petits pointillés et là comme ça on va pouvoir tout remplir. Le premier qui fait ses 4 tours marque un premier bonus, le premier qui finit son château marquera un autre bonus. Et pour les plus avertis et les plus costauds, on a la face verso qui est vierge. Et donc là on va pouvoir dessiner les éléments comme on le souhaite et faire son petit château suivant son imagination. Et la bonne idée que Alexis m'a donnée, c'était de plastifier les feuilles en fait, parce que c'est vrai que ça a une usure assez rapide, on y joue quand même beaucoup, et c'est très facile à plastifier. On peut prendre des gros feutres pour les tableaux par exemple, ou des crayons spécialement à craie grasse, voilà, et ça marche très très bien. Donc c'est vraiment un petit jeu très facile. On explique en 30 secondes, on lance les dés, tout le monde a compris au bout du premier tour. Et par contre, ça enlève pas, il est très simple, mais ça enlève pas la complexité. Il y a quand même du challenge et ça reste quand même un jeu où on va optimiser les ressources, on va optimiser ses choix et on va pouvoir être vraiment plus malin que les autres. On n'est pas du tout sur du hasard. Voilà. Donc je dis que c'est un très bon jeu, facile d'accès et qui promet un challenge pour les plus petits comme pour les plus avertis. Et quand tu joues avec un illustrateur
Ça donne. Te mets la misère. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu certains dessins de châteaux, notamment sur Internet, qui étaient magnifiques, effectivement. Et toi, tu es là à suivre tes traits en disant moi, je vais faire ma tour carrée, c'est pas grave. C'est beaucoup plus Mais simple. ça fait des trucs magnifiques. Voilà, après c'est un jeu de Ludovic Ça, c'est Maublanc et de sympa. Corentin Lebrat, illustré par Sylvain Aublin justement, et c'est c'est édité par Blue Orange, et puis c'est pour 6 ans et plus, 2 à 4 joueurs, pour une durée de 30 minutes, c'est très rapide. Parfait. Donc distribué par BlackRock. Je le conseille fortement, c'était vraiment une chouette découverte. Merci beaucoup Yann pour ta présentation de Once Upon a Castle. Alors on n'est pas tellement en avance, mais c'est l'heure de la 3e pause musicale de l'émission. Qu'on va enchaîner avec la 4e directement, comme ça. Allez. Et donc là on va écouter Sans d'encre qui vont nous chanter Némorin des loutres. Salut, c'est toujours la voix off de Deludes. Bon, là vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez continuer à commenter sur le live Facebook, à poser des questions, et nous, on les lira à l'antenne, et si on peut, on essaiera d'y répondre. Mais si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes radios, et puis dans quelques jours, en podcast sur SoundCloud, iTunes et Spotify, en cherchant tout simplement des LDP 56, des Luds et des plumes. Voilà, si tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deluds.com. Deluds, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S, tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deludes et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1... C'était Sans d'encre, ils nous ont chanté Némorin des loutres. Des Luds et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4. Dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1. En Vendée sur le 101.4. Dans les Deux-Sèvres sur le 90.4. Et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'en Essonne on est encore dans le Grand Ouest ? Oui, le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne quoi. Ah ok, ça me va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on attaque la dernière partie de l'émission, dernière partie plutôt rapide parce qu'il nous reste quasiment à moins de 10 minutes d'émission. On se retourne à nouveau vers Christophe, notre fameux, j'allais dire loutriste, toi, pour faire un combiné de loutres rôlistes. Alors on a parlé tout à l'heure ensemble de Black Sad, on a parlé effectivement de Ethos, grâce à Talmont on a parlé aussi de Petits Détectives de Monstres. Donc ça c'est des jeux qui sont déjà existants, édités, qu'on peut trouver sur ton site internet ou qu'on peut trouver en boutique. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler et qui vont arriver ensuite ? Alors oui, déjà il y a Magissa, voilà Magissa qui est encore un jeu pour les enfants, mais là qui propose en fait des règles évolutives de 6 à 14 ans avec, pareil, la feuille de perso qui évolue. Ouais. Donc pour que les enfants à tous les âges trouvent leur compte au niveau du jeu. Donc c'est du médiéval fantastique dans un monde où il n'y a que des enfants. Mais j'en dis pas plus. On va avoir des petites infos qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et Voilà. tu diras à partir de quel âge ? Parce qu'un monde où il n'y a que 6 des ans, enfants... À partir de 6 ans, ça peut être bien. D'accord. Les règles sont hyper simples, les feuilles de personnages sont ludiques. C'est après. De toute façon, c'est comme tout jeu. Si on veut simplifier quelque chose, on peut tout à fait le faire. Mais c'est du médiéval fantastique. Voilà. C'est donc une bonne immersion pour un jeu de rôle avec des règles un petit peu plus costauds, d'un univers un peu plus costaud, mais avec des très belles illustrations. Quand on parle de quelque chose comme ça, des enfants, univers un peu heroic fantasy, alors pas que vous êtes axé BD, mais on voit que Black Sad, c'est un univers qui est tiré d'une BD. Et là, pour ceux qui connaissent et qui aiment un petit peu la BD, on pourrait s'imaginer un petit peu un univers comme les légendaires. Qui reste. C'est pas dans le ton des légendaires. Non, pas dans le ton, mais dans le côté un petit peu des enfants qui font une quête, ou un peu comme Donjons et Dragons, le dessin animé à l'époque. En fait, c'est quelque chose qui pourrait les amener plus tard aussi à faire du donjon, ça c'est sûr, ou d'autres jeux Medfan, quoi. C'est vraiment une première base. C'est ça, c'est une première approche. Étant donné que, voilà, théoriquement, il n'y a pas d'adultes. Donc, ça leur laisse aussi une plus grande liberté, quoi. Alors, je veux dire, au niveau du jeu. En littérature, on se rapproche peut-être de ce qu'a fait Maxime Chatham avec Autre Monde, qui était pareil. Alors, l'histoire, il y a eu une tempête, tout a disparu sauf les ados, les enfants, les choses comme ça. Ils sont là.
ils se réorganisent un petit peu en caste et C'est il ça. se passe des trucs. Et voilà, et théoriquement, il n'y a pas d'adultes. Voilà. Après, entre la théorie et la pratique, on sait comment se passe la physique. Et rien ne se C'est perd, ça. rien ne se crée, tout se transforme. Donc, Magissa, ça, tu penses, ça, on peut en parler d'ici quand? On peut estimer. Alors je saurais pas dire parce que comme on avait pris pas mal de retard avec Dream Raiders, pour l'instant on est justement en phase de réévaluation, D'accord. de voir. De toute façon on va mettre les bouchées doubles hein, parce que celui-là c'est je vais le faire. Donc voilà. De toute façon je vous dirai dès que je saurai, je promets. D'accord. Je vous en informerai. Même à 2h du matin. Oui, il faut pas Allô hésiter à envoyer des messages. Nous, on transfère. De toute façon, moi, j'envoie tout à Yann. Ouais, c'est bon, moi à 2h je suis debout, vu que je dors à 16h, tu sais. vrai. C'est vrai. Et puis après, il y a aussi la portale d'Ishtar. Donc là, on plonge dans une ambiance à la Conan, à l'époque de Sumer, avec une sorcellerie très noire, très sombre, qui coûte cher. Donc, ambiance persane dans ce jeu. Là, on est plus. Avec des créatures, comme on peut voir sur la couverture, un Minotaure, par exemple, entre autres. Ça, je vais en reparler. Je sais qu'il y a une grosse bande de fans qui me harcèlent. Qui Sur les forums, Christophe, c'est quand que tu le fais? C'est quand que tu le fais? Je pense à vous, je vous aime, on est dessus. Voilà. Et puis après, il y aura effectivement aussi, là, dans le style de l'horreur, comme au cinéma, comme dans les séries télévisées, comme dans les téléfilms, Fragments, où là, on va vraiment dans tous les styles d'horreur, où tous les styles d'horreur sont expliqués, où effectivement, c'est un peu comme si on allait au vidéoclub choisir une jaquette avec un film et on se le passe. C'est vraiment le principe. Voilà. Et donc, c'est assez gore, c'est basé sur du Ithos simplifié. D'accord. Et c'est assez fluide. Et là, c'est clairement pour les adultes. pour les adultes. Voilà, avec tous les styles passés au cri par origine, par genre, voilà. Donc, on peut retrouver aussi bien peut-être du slasher. On se fait un zombie, un petit slasher ce Ouais, soir. c'est ça, un zombie. Là, on voit sur On la fait une séance couverture torture. une ambiance un peu The Ring, un truc japonais. Oui, oui. Tous les fans d'horreur doivent y trouver leur compte À n'importe quel niveau. à n'importe quel niveau. Voilà, il n'y a pas Et de... libre à nous il y en a d'y pour inclure tout le monde. Faut tout que ce ça que l'on saigne. veut. Ouais, c'est tout. ça. Donc, et non, s'il te plaît, non, la blonde, tu sors pas du truc, toi, tu ne sors pas Ouais, non plus du. c'est Voilà, ça. c'est tout le monde. Attends, séparé, c'est génial. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vais aller voir dans la cave s'il n'y a pas un trésor. Voilà. Après, on peut remplacer par Au cas n'importe où. quelle couleur de cheveux, c'est pas gênant. Mais voilà, forcément, vos joueurs à un moment donné vont faire. Je me sépare. Comme ça, on aura plus de champ. Ouais, ok, tu vas mourir. Non, fais pas ça. Ah, elle l'a fait, trop tard. Donc voilà, et puis qu'on avait dit, Ithos, des choses qui vont sortir. exactement, des choses encore. Et puis Stalker, malheureusement je n'ai pas le livre parce que c'était resté en print on demand. J'ai les PDF et on est en train de refaire une V2, donc Stalker qui se base sur les romans des Strugatsky, donc Roadside Picnic. Pique-nique au bord du chemin, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est en fait l'histoire, c'est qu'en fait sur 6 zones dans le monde, quelque chose est tombé du ciel un jour. On pense que c'est extraterrestre, mais on ne sait pas. Après, il y a des millions de théories, des théories religieuses, des théories culturelles, d'autres trucs plus mystiques, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais dans ces zones-là, les lois de la physique ont changé. Les lois de la vie ont changé. Et depuis, c'est 30 ans après les faits, en fait, au moment du livre, c'est dans les années 70. Donc c'est 30 ans après que ça se passe, et tu as des stalkers, des gens, au début, c'était des pizzaiolos, des gens comme vous et moi qui allaient visiter, qui piquaient des trucs, après les criminels se sont intéressés, puis un institut, puis les gouvernements. Et un donc, peu comme là, dans le jeu voilà. vidéo Stalker ou. Ouais, mais mais sauf qu'en fait, ce jeu s'est inspiré effectivement, mais on est là, faut voir que contrairement au jeu vidéo, dans Stalker, si tu vas pour faire le bourrin, eh ben, je te laisse y aller. Ça tu va verras mal bien se ce qui passer. passe, voilà. à tester. Donc Voilà. effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à arriver chez la Loutre. Effectivement, Dans beaucoup de tous les travail genres, pour vous, beaucoup. Les gens vont y trouver leur compte, hein, qu'on aime. J'embauche des esclaves si ça si vous le cœur vous en dit, intéresse. n'hésitez pas. Donc sur le site internet ou sur Facebook, contactez Christophe à la Loutre si vous avez des talents ou si vous voulez simplement discuter avec. Et en attendant, ruez-vous pas de sur les souci. livres déjà disponibles, hein, Ithos ou leur scénario Puis, ou Black Sad ou Petit ouais. Détective de monstres. Voilà. Puis Merci il y a notre beaucoup. site internet aussi. Christophe, nous on va tout mettre sur justement sur la page de l'émission pour faire un lien, parce que malheureusement, comme je l'avais dit, on a un peu de temps et l'émission touche à sa fin. C'est la dernière de la saison. On vous fait tous des gros bisous. On vous souhaite un très bon été. On compte sur vous l'année prochaine pour se retrouver. Merci Talmo, Ciao. merci Yann, merci Damien, merci Merci Christophe, à toi. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à Gros vous. gros bisous. À bientôt. On va se quitter en musique avec. Et ben pour se quitter pour la dernière, on va s'écouter Alan Parsons Project qui vont chanter Since the Last Goodbye. On avait dit plus de titre anglais. Merci pour l'anglais.
rendez-vous de ce soir se termine, mais n'attendez pas pour retrouver toutes les émissions et les rubriques en podcast en vous abonnant à DLDP, des Luds et des Plumes sur iTunes, SoundCloud et Spotify. Plus d'infos, contact@deluds.com et facebook.com/DLDP56.